C'est-à-dire que moi j'adore les films de violence, oui, et de vengeance. Violence. Les films de violence, les fameux. Bah ouais, écoute, c'est un style comme un autre, hein, mais sinon. Est-ce que tu as vu le trailer du dernier film de violence? Salut à tous et bienvenue sur Fritcast, le Fritcast préféré de OV-Ball qui n'est toujours pas ici avec nous, hélas. Pourtant, on l'a invité, mais... Son Twitter a été supprimé encore, sûrement. Bah, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un autre réalisateur qui est vachement bien, et est-ce que vous savez qui c'est? Eh oui, aussi, qui moustachu. Et qui est aussi chauve. Non, ça c'est un plus qu'il a. Je parle bien sûr de Gaspard Noé. Hélas, Gaspard Noé n'a pas non plus voulu être parmi nous aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on fera ça sans lui. Lui, on lui a pas demandé, on supposait qu'il allait nous envoyer un message. Et du coup, comme nos très chers auditeurs ne le savent sûrement pas, voilà, ils ne me connaissent pas encore vraiment. Gaspard Noé, c'est un réalisateur que je connaissais déjà de base, mais que voilà, j'ai découvert sa filmographie en fait pour cet épisode parce que je suis absolument pas un bon cinéphile, je n'ai pas vu tous les films du monde, donc je m'excuse, je sais que je vais me faire flageller. Bah tu les as vus maintenant, donc c'est bon. Voilà, je suis devenu un bon cinéphile, voilà, donc... Oui, enfin, il y a d'autres films qu'il faut voir aussi. Ah non, mais ça va, maintenant que j'ai vu les films de Gaspard Noé, j'ai vu tous les films du monde, donc ça va, je suis un bon cinéphile. Tu te rapproches du but chaque jour un peu plus. Allez, demain, tu verras tous les films de UV Ball, prochain épisode. En plus, on a fait beaucoup UV Ball Show, donc on parle de UV Ball alors qu'on parle de Gaspard Noé. Je pense. Voilà. Et donc, là, si je devais résumer donc mon avis sur Gaspard Noé en une seule phrase, là, comme je viens de découvrir, c'est « Vous êtes très français, en fait ». What? Voilà, ça résume parfaitement mon idée. Il est pas français. Comment ça, il est pas français? Il est argentin. Il a grandi en Argentine. Il est français maintenant parce qu'il est arrivé en France, je sais pas, de ce début d'adolescence, je pense, mais toute son enfance, il l'a fait en Argentine. Et il en parle énormément. Après, il se revendique français. Enfin, on en a parlé. C'est vrai qu'il pousse quand même le côté français dans ce film. On va le mentionner quand même. Mais attends, je m'excuse, il est en France depuis l'âge de 12 ans, ça va, il a pas vécu toute sa vie en Argentine non plus, c'est bon. Non, il a pas vécu. Non, il a pas vécu. Mais j'ai pas dit qu'il avait vécu toute sa vie en Argentine, mais parce que du coup, on avait regardé avec des sous. Je pense que c'était dans Carnes, du coup son premier moyen métrage. Qu'en fait, on avait quand même remarqué que voilà, il pousse un peu le côté film français, tout ça, mais quelque part, on sent que c'est quand même très imprégné de la culture sud-américaine, en fait. Parce qu'à côté, t'as le film Climax où dès le début, ils te disent un film français fier de l'être. Donc bon. Oui. C'était. Il est peut-être argentin, mais il fait du cinéma français, donc finalement... il revendique son cinéma comme français. Parce que, en fait, moi je pensais que dans tous ces films, il y avait le drapeau, et du coup, le drapeau français, du coup on a revu, il y a juste Irréversible et Enter the Void, il n'y a pas le drapeau. Et sinon, les trois autres, il y a le drapeau français qui est il me semble dans le générique de Enter the Void, il y a le drapeau. Je suis sûr, il est caché quelque part. Dans Enter the Void, ça se passe au Japon, donc ce serait difficile de caser un drapeau genre dans le décor, mais il me semble bien que dans le générique, il est dedans. Ouais, j'imagine. Mais du coup, c'est le seul descriptif que tu as pour son cinéma, hein? Écoute, je pense qu'on va déjà commencer en parlant des films un à un. Peut-être avant de commencer à parler de chaque film individuellement, on peut faire un tour rapide pour donner un peu où on se positionne, où on se positionnait sur Gaspard Noé avant de faire cet épisode et avant genre comment est-ce que vous êtes entré en contact avec son travail? D'où est-ce que vous venez? D'accord. Des sous. Avant cet épisode, c'est toi, Pamancha, qui m'a conseillé de voir Irréversible. Il y a quelques années, je pense. Oui. Que j'ai vu, du coup, que j'avais trouvé... Bon, j'en parlerai après, mais en tout cas, je l'ai trouvé très intéressant. Du coup, j'en avais déjà pas mal entendu parler, j'en ai entendu parler par après, donc je
j'étais un peu curieux. Du coup, on avait vu que l'IMAX, là encore moi et pas Mancha, cette année, du coup. Ouais, parce que je l'avais emprunté au Vidéoclub. Et oui. Du coup, voilà, j'avais vu ces deux-là et donc j'ai rattrapé les 3 pour cet épisode ici présent. Voilà. D'accord. C'était ça, hein? Oui. Je pense. C'était la bonne réponse. Moi, sinon, en fait... Ah, d'accord, Acnéa, vas-y. Alors, je tiens à dire quand même que j'étais très intéressé par Gaspard Noé depuis un long moment. J'ai jamais pris la peine de me lancer, jusqu'à récemment. Mais je regrette pas, hein, franchement, c'était une expérience. Mais à la vision de la carte, le premier film que j'ai vu de lui, première image, première scène, la seule chose que je me suis dit, c'est je suis lancé dans un putain de bon moment. Hein. Je sens que je vais pas regretter. Ah ouais, donc c'était assez positif. Bah, c'est positif. Alors, honnêtement, maintenant que j'ai vu ces films, j'ai mes réserves, mais en même temps, il y a beaucoup de choses que j'apprécie. Mais disons que je ne le mettrai pas dans non plus de mes réalisateurs préférés. Mais c'est un réalisateur dont je trouve son travail vraiment intéressant. Et j'aurais des choses à dire pour le reste. Hein. Je vous en dis pas plus tout de suite, hein, mais voilà. Donc franchement, j'avais des attentes. Et je crois que j'ai pas été déçu du voyage. Alors, pour moi, pour moi, c'est un peu problématique parce que je n'ai pas malheureusement tout vu de chez Gaspard Noé. Disons que, encore une fois, c'est pas Mancha qui m'a initié dans cette filmographie assez spéciale de Gaspard Noé. Disons que c'est un cinéma que je respecte énormément, voire j'admire pour sa démarche. Essentiellement et peut-être un peu moins le contenu, car peut-être j'ai toujours eu un problème avec Gaspard Noé de ce point de vue-là, c'est que le contenu ne m'avait jamais vraiment touché personnellement, mais voilà, j'ai un énorme respect pour son travail et pour sa démarche artistique, et je pense que c'est une très bonne démarche qu'il fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de réalisateurs qui ont autant d'audace, voilà, qui vont très loin dans sa forme. Et justement, c'est un réalisateur qui travaille beaucoup sa forme. Et c'est très intéressant d'avoir ce genre de cinéma en France, parce que c'est un cinéma qui est extrêmement difficile à se faire remarquer, quoi. Donc voilà, j'apprécie aller voir, même si j'en ai pas beaucoup vu. J'ai vu Under the Void, c'était mon tout premier. Puis après, j'ai vu Seul contre tous. Et récemment, je me suis mis enfin finalement sur Climax, qui était bien, mais voilà, peut-être il m'a un peu plus ennuyé que les deux premiers, mais voilà, de toute façon, j'en parlerai bien plus tard. Mais voilà, en tout cas, je pense que si je dois bien citer un film qui peut bien représenter Gaspard Noé, c'est Under the Void et Seul contre tous. Même si je pense que Under the Void, c'est là où il a commencé vraiment de pousser vraiment loin sa forme. C'est avec ce film où il a été très loin, quoi. C'est sur Irréversible déjà où il pousse sa forme. Ah, du coup, j'ai pas vu Irréversible. Ouais. Mais dès Irréversible, il pousse sa forme à fond. Ouais. Si je peux juste mettre une note. En fait, un truc que je me suis dit durant sa filmographie, c'est que il fait du cinéma d'auteur comme la plupart des gens imaginent le cinéma d'auteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu dis les gens, tu parles de quel genre en particulier? Ce que je veux surtout dire, c'est que il y a ce truc qui fait que qui est pas forcément accessible pour des gens qui ne s'intéressent pas de base au cinéma d'auteur, quoi. Oui, Ouais. Et donc, et après, ce que je disais, c'est que au début, c'est ça, en fait, je disais que son film le plus accessible, au début, je disais que c'était Irréversible, mais en fait, non, c'est La Carne et Seul contre tous qui sont pour moi les plus accessibles. Hein, probablement, je suppose. Enfin, c'est le plus narrativement qui se suit, il me semble. Oui.
Oui, je pense que c'est celui qui est probablement le plus tourné vers une narration un peu formatée, un peu structurée traditionnellement, quelque part. Du coup, oui, c'est le plus accessible. Après niveau contenu, c'est pas non plus le truc que tu as envie de te mater le dimanche après-midi pour te détendre pendant qu'il pleut. Quoi. C'est clair. Bien que t'as quand même des bonnes punchlines quand même dans Seul contre tous. Vrai, je les approuve pas toutes, hein, mais bon, je suppose que bon, t'as certains messages qui leur parlaient à certaines personnes. Hein, donc, oui, on va entrer dans un autre territoire, donc on va éviter peut-être on va en parler un moment. C'est vrai que bon, on acte, c'est bon, on commence à parler de Karn et Seul contre tous. Okay. Chacun sa vie, chacun sa morale. Et si je devais résumer ma vie elle est très simple, c'est celle d'un pauvre type. Voilà le genre de truc qu'il devrait écrire un jour. C'est l'histoire d'un homme comme tant d'autres. Comme je disais, franchement, j'ai vu le premier plan avec le cheval qui se fait tuer et ça m'a pas choqué outre mesure, mais je sentais que j'étais là pour passer un vraiment bon moment. C'est le premier plan de son premier gros film, quoi. Aussi. Mais il me semble que chacun de ses premiers plans est assez est un peu vénère, il me semble. Hein. Il fait en sorte qu'on s'en souvienne bien, en tout cas. Ouais. Moi, je me rappelle plus trop. Enter the Void, c'était quand même juste le plan séquence, en fait. Ouais, Enter the Void, c'est le moins marquant au premier plan. Le premier plan, c'est le générique. Climax, c'est le drapeau. C'est le fameux générique stroboscopique, comme ça. Donc, quelque part, ça, c'est encore autre chose. Enfin, on peut en parler maintenant, mais moi, il m'a fait redécouvrir la joie du générique au début. Tu vois, c'est le cas dans Seul contre tous, ce machin. En vrai, j'aime bien le générique au début et puis la fin très abrupte, tu vois, très abrupte, très cut. Genre, tu vois la barre comme ça sur ton ordi. Ouais. Et c'est genre, ça finit dans 2 minutes et 2 minutes après, c'est le cut de fin. En vrai, ouais. Enfin, ça change, quoi. Ça change. Ouais. Mais pour revenir sur la Karn, je pense. En fait, je sentais que ça allait être sordide. Ça n'était pas autant que j'aurais cru, mais il y avait quand même un côté fort sordide, hein, quand même dans ce qu'il avait décidé de parler dans ce film. C'est clair. Mais est-ce que quelqu'un peut résumer en vitesse Karn et Seul contre tous? Moi, je veux bien. Alors, Karn est le premier moyen-métrage de Gaspard Noé, qui est suivi des années plus tard de Seul contre tous, qui est la suite directe de Karn. L'histoire, c'est celle d'un boucher qui vit dans la banlieue parisienne, et donc qui, dans Karn, élève sa fille unique. Je suppose que je suis obligé de spoiler Karn pour pouvoir parler de Seul contre tous. Donc, on mettra un air spoiler, de toute façon. Voilà, en gros, dans l'idée, au bout d'un moment, il croit que sa fille s'est fait agresser par un ouvrier. Du coup, il part pour tabasser et poignarder dans le visage un autre ouvrier qui croyait être le premier ouvrier, parce que tous les deux sont des Arabes. Et du coup... Je mens pas, c'est vraiment ce qui se passe. Oui. Et du coup, il va en prison, sa fille est emmenée par les services sociaux. Et la fin de Karn, c'est il sort de prison, il commence une romance avec une patronne de café et ils partent tous les deux vivre dans le nord de la France. Et du coup, dans des circonstances plutôt glauques, on va pas se mentir, il en vient à revenir à Paris et à devoir chercher... Et à être seul contre tous. à chercher du travail et à être fort énervé. Il faut surtout fort énervé, oui. Et il passe tout le film à être très énervé dans les rues de Paris. Alors c'est très marrant, ton résumé, on dirait en fait une sorte de... on dirait un film des frères Dardenne en mode hardcore. Seul contre tous, c'est un peu... c'est le portrait d'un personnage, Seul contre tous, c'est Karn, du coup. Donc il y a le côté très sociologique, quel est ce personnage, quel est son statut social, son interaction avec le
la société. Je pense que c'est le seul film de Gaspard Noé où je peux dire avec certitude c'est une critique de la société. Mais parce que bon, à part ça, mais bon, ça résume bien le truc. Hein, ouais, je sais pas. Parce que en vrai, c'est genre tu regardes le Noé en interview. En vrai, il a pas l'air d'avoir tellement de points de vue, pas forcément similaires, mais de points de vue très engagés, sociaux, machin. Hein, où il a très envie de te faire passer un message. J'ai plus l'impression que s'il y a un message sociologique, il est presque délivré. En dépit de Gaspard Noé, en fait. Oui, parce que en fait, je pense pas que ça soit une critique de société. C'est plutôt, oui, comme disait Pamancha, un portrait d'un personnage qui est anti-moral. Anti-moral, c'est comment elle a été vendue à la presse. Mais voilà, c'est un portrait d'un personnage complètement hors cadre, veut dire complètement fou, mais qui est... Disons les mots, il est misogyne, raciste, oui. Très probablement de droite. Et homophobe aussi. Homophobe. Ce que c'est que moi, la façon dont j'ai interprété le film, c'est l'histoire d'un Français très moyen, quoi, qui suite d'un événement, voilà, il se retrouve en prison. Dans sa tête, c'est à cause des Arabes. Il perd son emploi, du coup, il se fait dominer par des patrons. Il y a tout le monde qui le laisse derrière. Et du coup, tu vois, il y a une colère qui se crée autour de ça. Et il commence à accuser tout le monde et il commence à sortir des phrases genre ouais, au temps de la révolution, c'est pas parce que ça, on avait besoin de gens comme Robespierre. Du coup, tu vois, t'as un discours d'extrême droite qui se développe. Et du coup, pour moi, tu vois, c'est parce que pour moi, il n'était pas forcément comme ça de base. C'est au fur et à mesure que ça s'est vraiment développé. En tout cas, qu'il a exprimé ses idées à force d'être en colère. Donc, pour moi, c'est ça le message, c'est que finalement, c'est la colère qui transforme les gens comme ça, qui leur fait faire avoir ce genre de discours. Et surtout qu'à la fin, on spoil la fin. Écoute, on aura prévenu les gens de toute façon. À la fin, il trouve un nouveau sens à sa vie avec sa fille qu'il a envie de rendre heureuse. Et il sait que c'est la seule personne qui lui rendra cet amour, et c'est comme ça qu'il finit par se calmer, tu vois, par s'apaiser. Donc je trouve ça fort, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment ça qui se dégage. Peut-être que c'est pas le but de Gaspard Noé, mais en tout cas pour moi c'est ça qui se dégage. Oui. Ce qui se dégage, c'est que c'est quelque part c'est l'amour qui triomphe à la fin. Mais après, il faut se demander aussi, est-ce que cet amour-là est sain, en fait? Parce qu'il faut se dire que si le boucher considère que sa fille est la seule échappatoire qu'il a pour un peu sortir de ce monde de colère, on n'a jamais le point de vue de la fille sur la question, en fait. On ne sait pas ce que la fille pense. Et on sait jamais ce que la fille pense parce que la fille est muette. Et ça, c'est intéressant à préciser d'ailleurs, parce que le film marche beaucoup à la voix off. Donc on est en permanence dans la tête du boucher. Du monsieur. Oui, du monsieur. on est en permanence avec lui dans ses pensées, en fait. Ce qui augmente l'effet de seul contre tous. Donc c'est vraiment... on a que sa version à lui des faits, au final. Mais en fait, c'est très intéressant. Tout le monde est un ennemi, en fait. Mais tout le monde autour de lui est un ennemi. Et peut-être y compris sa fille. Et c'est pour ça que je disais que Gaspard Noé, c'était un réalisateur vraiment qui travaille beaucoup sur sa forme. C'est qu'il arrive justement à transmettre justement ce caractère seul contre tous dans la réalisation, où finalement la caméra sera principalement concentrée que sur lui, quoi. Et en fait, on a cet effet où le personnage, il est seul, en fait, et finalement, on n'a pas d'autres propositions, d'autres points de vue. Je veux dire, on nous présente pas vraiment bien en détail les autres personnages. Donc au final, on sent vraiment, on est côte à côte avec lui, et on regarde le monde, mais d'un point de vue presque subjectif, quoi. Donc et ça, c'est intéressant parce qu'au final, c'est complètement un prix du réalisateur finalement de moins humaniser en fait ce qui entoure le personnage, quoi. Mais après, est-ce que tu trouves que le personnage lui-même est humanisé à ce moment-là? Est-ce que tu as pitié de lui? Est-ce que tu as envie de... Ah oui. Non mais ça, c'est à partir du moment où tu focalises ta caméra sur ton personnage, forcément tu le
tu l'humanises beaucoup plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la caméra l'humanise par rapport à son environnement, mais est-ce que parce que en fait, moi, j'avais vu plusieurs critiques qui disaient que voilà, il est genre oh là là, il est très énervé, mais dans sa situation, on peut commencer à comprendre d'où vient, genre, on peut être d'accord en fait avec son point de vue, tu vois, où il est très énervé, machin, et c'est la faute à Bidule. Je pense pas qu'il faut forcément être d'accord. Enfin, je pense juste qu'il faut juste comprendre d'où il vient, quoi, et qu'on puisse en fait c'est ça, c'est pas qu'il faut être d'accord, il faut juste comprendre d'où il vient, tu vois ce que je veux dire? Oui, faut comprendre d'où vient sa colère. Ouais, pour moi ça suffit, faut que sa pensée ait un sens, quoi, et qu'on comprenne ce sens. Mais pour moi ça suffit à humaniser quelqu'un. Oui, mais en fait, moi je rajoute que Gaspard Noé, il a été très intelligent je sais pas si c'est une intelligence ou c'est quelque chose d'instinctif pour lui, mais si la caméra ne s'était pas focalisée sur lui, on serait peut-être moins intéressé, et même moins intéressé par rapport à son contexte. On va dire, c'est tout bête comme réflexion, parce que dans un film, quand tu as plusieurs personnages, où la caméra suit plusieurs personnages, forcément, tu vas peut-être moins réfléchir sur l'un du groupe de personnages, tu vas plus te concentrer sur l'ensemble des personnages, tu vois. Alors que en plus, c'est un personnage anti-moral. T'as pas envie de le connaître, t'as pas envie de son copain, tu vois. Mais t'arrives à le comprendre. Et comment les gens, ils arrivent à ce stade-là? Mais parce que la caméra est focus sur lui, et c'est obligé, en fait. Donc, je pense que, voilà, c'est une réflexion tout à fait normale. Mais du coup, il évite en permanence de tomber dans le pathos, en fait. Parce que il rend son personnage anti-moral, du coup, on n'a pas envie d'être. C'est pour ça, c'est ça qui quelque part sépare son discours du discours des frères Dardenne, par exemple, ou d'un film du genre. C'est que tu dis pas oh là là, le pauvre, il est au chômage et il va être à la rue bientôt. Oh là là, c'est vraiment triste, tu vois. Tu ressens ça parce que lui il ressent ça. Mais de l'autre côté, t'as pas envie d'avoir pitié de lui, quelque part. Et au final, t'as presque pitié de lui, malgré toi, en fait. Oui. Et il y a vraiment une drôle de relation qui s'installe entre le spectateur et le film. Ouais. Et ça, c'est le principe d'un film second degré. Attends, j'ai oublié le terme exact. C'est pas second degré. Attends, laisse-le. Laisse-le retrouver le terme exact. Oui, ok. Mais c'est comme dans... c'est comment le film de Rob Zombie Il y avait un film de Rob Zombie qui était sur ce principe-là. Ah oui, la maison des morts. C'est les Devil Rejects, c'est ça. Devil's Rejects. Les Devil's Rejects qui est sur le même principe. Je l'ai pas vu parce que... Je sais pas si c'est sur le pain. Je sais pas si c'est très bien. Je sais pas si c'est sur le même principe. Enfin, oui. C'est des méchants, comme. Ouais. David Reject qui est bien. Qui est dans l'idée où tu suis les un peu dans la même idée, psychopathes nécrophiles qui. Tout à fait. Et qui dans le principe, tu es censé être amené à sympathiser, à avoir de l'empathie. C'est différent, je trouve. C'est différent. Parce que les cannibales, c'est fictionnel, alors que les types comme Seul contre tous, on connaît tous un, tu vois. On a tous une connaissance qui est un peu comme ça, tu vois, qui est un peu ce genre de réflexion qui existe, quoi, tu vois. On sait que ce genre de type existe, en fait. C'est pas un fantasme. C'est intéressant parce qu'au final, quand tu vas au bar, et bon, évidemment, ces temps-ci, plus personne ne va au bar. Mais quand tu vas au bar... à mon époque, de mon temps, tard on allait le au bar. soir. Quand tu allais au bar et que tu restais tard le soir, ça arrivait que des fois tu te retrouvais avec un vieux, espèce de vieux type bourré qui sortait des énormités et qui était agressif avec tout le monde. Oui, c'est ça, un pilier de bar. Un alcoolo qui vit dans le quartier, qui est désespéré parce qu'il est au chômage et il vit avec 200 € par mois depuis des années. En passe de devenir SDF à tout moment. Et dans ce film-là, tu vois sa vie à lui. Et tu vois que dans sa tête, il est très très énervé contre les Arabes qui lui ont volé sa boucherie chevaline.
Il fallait le faire en plus, des Arabes contre contre le boucher. Ouais, c'est vrai que c'est très dans la thématique. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ce sous-texte du racisme du personnage, c'est vrai que dans Carl, en fait, je me disais, oh ça va, c'est encore un peu subtil. Le truc de l'ouvrier, c'est quand même un peu gros, mais bon. Ouais, quand même. Voilà. Mais qu'après, sa boucherie a été reprise par un arabe. Un arabe, oui, un musulman. Je me dis, c'est pas con quelque part. A fait de meilleures affaires que lui en plus. Qui fait de meilleures affaires que lui en plus. mais lui, il tilte pas que c'est parce que lui, il faisait de la boucherie chevaline et que la boucherie chevaline, c'était en perdition à ce moment-là. Oui. Il fait pas le lien, tu vois. Il se dit, c'est les Arabes, c'est la faute. Et dans Seul contre tous, là, tout à coup, il n'y a plus cette subtilité du tout. Là, c'est direct. Il se dit, les Arabes, les gays, les PD, machin. C'est normal, en même temps, quand tu développes une idéologie comme ça, tu vois, au début, c'est toujours très subtil. Ensuite, plus t'es en colère, plus tu t'y vas, plus t'es cash comme ça. Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est que c'est le principe d'un film subversif, comme justement Devil's Rejects dont on parlait. C'est que on met des personnages, ok, t'as pas envie de t'attacher, mais en les rendant humains, forcément, tu finis par les comprendre et tu dis, est-ce que je m'attache à eux ou c'est juste que voilà, je me mets à leur place. Enfin, tu vois, tu te poses des questions, quoi. Là, le boucher, je sais pas si je m'attache à lui, par contre, mais non, voilà, tu t'attaches pas à lui, mais tu comprends d'où il vient. Oui, c'est ça, oui. Tu es témoin de son parcours, tu dis ok, ça vient pas de nulle part non plus. C'est pas gratuit, enfin si, c'est un peu gratuit quand même. C'est gratuit, ça va complètement, c'est genre, c'est radicalisé par autre chose. En fait, la colère est légitime, c'est juste, il prend les mauvaises cibles en fait. Il prend des cibles qui sont qui n'ont rien à voir avec ça. Enfin, c'est genre, il voit le patron de l'usine ou le secrétaire de l'usine, je sais plus. Et direct, c'est genre, le mec lui dit ouais, écoute, on va te rappeler à un moment, on sait pas. Et puis direct, c'est genre le mec qui sort et il se dit, oh, le mec il est pédé, tu vois. Ouais, c'est ça. Le mec il est pédé, je vais lui tirer dans sa tête de pédé. Ouais, c'est genre. Ça. Voilà, il n'y a pas d'autre explication possible. Je voudrais justement conclure ça par le fait que le film, c'est une sorte, il a une sorte de fait catharsis, plus que voilà, on sait que c'est un personnage qu'on n'a pas envie de fréquenter, mais qui existe à un moment dans notre vie. Donc c'est un personnage, on va dire, un peu réaliste. C'est un personnage, on suit, mais c'est des boires de folie, c'est excès. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas justement un côté un peu catharsis, qui justement, à la fois, on a presque envie d'être ce personnage pendant un petit temps pour justement libérer un peu toutes les colères, les bêtises du quotidien qu'on vivrait tous les jours, quoi. Je pense que ça a un effet anti-catharsis, justement, parce que ça l'aurait été peut-être s'il avait été jusqu'au bout de ses idées, mais justement il ne le fait pas parce qu'il se rend compte de l'erreur que ça aurait été d'aller jusque par exemple tuer sa fille, il la voir souffrir devant lui, il change d'avis, tu vois, il ne le fait pas finalement. Du coup il s'envoie le message justement que bon, à force d'avoir des idées comme ça, on finit par faire des grosses conneries. Ouais, ça, c'est sa colère est autodestructrice en fait. C'est ça, exactement. Du coup, enfin, dans un sens, donc t'as le catharsis par le fait que voilà, tout finit par se calmer, tu sais, il trouve, t'as une happy end qui fait que il finit par avoir un semblant de bonheur à la fin, mais en même temps, si ton but c'était d'avoir une catharsis à travers la violence, ce qui peut totalement se faire, voilà, c'est pas ça, c'est le contraire, quoi. Moi, je reprends souvent ce que dit Gaspard Noé. Pour lui, en fait, en faisant ce genre de film-là, il y a un effet un peu catharsis pour lui, parce que toute la violence que dégagent ces films, ça lui permet une certaine stabilité mentale. C'est ce qu'il dit. Et surtout que, pour lui, il trouvait important de mettre en image la violence. Alors, je parle pas que, là, du coup, de Seul contre tous, c'est dans les thématiques fréquentes de sa filmographie,
voilà, il aime bien exprimer la violence dure, froide et antimorale, quoi, pour exprimer les émotions, quoi. Oui, mais après, je pense que quand il dit ça, ça compte aussi pour beaucoup d'autres réalisateurs. Oui. Il me semble qu'à un moment, il disait que Argento, c'était un peu le même principe. Parce que du coup, il est pote avec la fille de Argento. Du coup, il a rencontré le gars et je suppose qu'ils en ont discuté. Il y a un peu ce même côté chez Argento, apparemment. Donc, voilà, je pense que c'est un peu pareil pour beaucoup de réalisateurs qui ont ces mêmes thématiques de la violence et de la colère au cinéma. En fait, c'est avec ce film quand même que... Enfin, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait 2 choses que j'allais aimer vraiment chez Gaspard Noé et une chose que j'allais vraiment pas aimer. Et ça s'est révélé vrai pour toute sa cinématographie. Les 2 choses que j'aime bien, c'est quand il parle juste de gens, tu vois, qui s'intéressent un petit peu aux petits gens, voir un peu comment... Enfin, dans leur place dans la société. Et l'autre chose, c'est son côté poétique. Parce que, et je sais que ça peut paraître surprenant, mais je trouve que déjà, poétique. Dans Truc contre tous, il y a un petit côté poétique, je trouve. Poétique. Ouais. Poétique, oui. D'accord. Okay. Pas politique. Oui, ok. Non, poétique. Ça va. La poésie, tout ça, toutes ces conneries. Alors là, pour le coup, sa poésie dans Ce contre tous, elle est présente. Ouais. Mais bon, elle pète pas trois pattes à un canard. Je veux dire, au début, c'est ouais, tu vis, tu nais, tu torches le cul de tes gosses, et ensuite ils vont torcher le cul quand t'es vieux. Enfin, non, même pas, parce qu'en fait, ils t'aiment pas, en fait, et du coup, tu vas crever dans une maison de retraite. Mais honnêtement, je sais pas, quand il fait son monologue intérieur sur la vie, comment les gens vivent, meurent, les enfants, tout ça, je sais pas, je trouve quand même qu'il y a quelque chose, je trouve, il y a une certaine beauté dans tout ça. C'est très célinien, en fait. Ouais, clairement. Toi, t'as lu Céline, toi? Ouais, un peu, ouais. Mais voilà. On a quelqu'un qui a lu Céline qui dit... Oui, c'est très célinien. qui nous le confirme sur le podcast. C'est bon. C'est l'écrivain qui écrivait de manière populaire, c'est ça? Oui. C'est pas le seul qui a fait ça, mais c'est un peu le même genre de type, très à ruminer, c'est tous des cons, tous les autres c'est des cons, tous les autres c'est des... Ouais. Enfin bon. Bref, c'est le personnage très solitaire, isolé, qui est très en colère. Oui. Et sinon, pour revenir à ce que je disais aussi, le truc, par contre, que je n'aime pas, en fait, chez Gaspard Noé, et c'est bizarrement, c'est que chez lui, c'est quand il parle de cul. À partir du moment où il parle de cul, il me perd totalement. Et je sais vraiment pas pourquoi, en fait. C'est ça ce qui est terrible. C'est que dès que Gaspard Noé commence à parler de cul, quand il parle de cul, c'est-à-dire, genre, le viol de Irréversible, ou alors juste Love? Alors, justement, on va en parler, okay. Vu que ça fait vraiment partie de sa filmographie, le cul. Ouais, c'est vrai. Mais par exemple, juste dans Seul contre tous, toi, quand il fait par exemple son monologue sur la vie, la mort, les gosses, tout ça, je suis dedans, et à partir du moment où il fait voilà, toi t'es né avec une bite, toi t'es né avec un trou, et les femmes quand elles sont nées avec des trous, bah elles sont chiantes. Bah voilà, par exemple, il me perd totalement, tu vois. Mais ça, et puis c'est pas Gaspard Noé, ça c'est la mentalité du personnage qui est comme ça. Parce que oui, c'est d'accord. Mais moi, j'ai connu des types qui pensent comme ça, quoi. Je sais, mais à partir du moment, bizarrement, où Gaspard Noé fait un truc avec le cul dans ses films, en fait, moi, ça ne m'intéresse plus. Je sais, et je saurais vraiment pas dire pourquoi. Parce que, franchement, je suis pas quelqu'un qui se choque pour du cul, franchement. Mais quand Gaspard Noé en parle, ça ne me parle pas. Et c'est pas du tout une critique envers lui, envers ce qu'il fait. C'est juste que moi, personnellement, je sais pas pourquoi. Non, ça me fait rien. Et parfois, ça me fait carrément chier, en fait, quand il parle de cul. D'accord, ok. Mais bon, je vais plus en parler quand on parlera des autres films. Oui. Juste, du coup, c'est bête parce qu'il parle beaucoup de cul. C'est très bête, oui, justement. Donc, conclusion, peut-être, juste ça. Conclusion sur Carnet seul contre tous. Chacun dit un mot qui lui fait penser à... Oh là là. Conclusion en un mot. Conclusion en un mot, ok. Arknea. Je sais pas si c'est une bonne idée. La conclusion. Je pense pas que c'est une bonne idée. En plus, on va pas le faire à chaque fois non plus. C'est bon, peut-être on passe juste à Irréversible. Vas-y. Allez. Ah non, mais moi je suis d'accord, on passe directement à Irréversible. Le mort. À la fin, on fait une conclusion sur. Parlons de Irréversible, c'est bon, allez, hop. Ouais. Alors, laissez-moi au moins faire la citation. Oui, vas-y. Donc, si je dois résumer ce film, je pense que ce film a été fait avec une belle paire de couilles. Voilà.
Super, c'était. Ah là, il est fier de lui. Merci beaucoup. T'as donc il y a quelqu'un qui t'en pouvait plus, il était en mode putain, faut que je le dise, quoi. J'espère que ça t'a fait rappeler une image dans le film. C'est surtout ça que je voulais. Artner, mais je pense pas, il a déjà oublié dans sa mémoire cette scène. Alors je voulais c'est pour ça. Une image de couille, je me souviens plus d'une image de couille. Je pense que c'est un moment où je sais que dans Seul contre tous, on voit la bite de l'acteur avant de voir sa tête quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est rigolo. C'est vrai que c'est bien vu, monsieur Noé. Je vous... C'est bien. Chapeau bas. Chapeau bas. Et du coup, pour parler de Irréversible. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Tu viens de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens me voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Bah, je veux dire direct, honnêtement, c'est son film que je trouve le moins intéressant. Okay. Honnêtement, de mon point de vue en tout cas. Oh là là. Ah oui. Ouais, je suis comme ça. Est-ce que tu peux résumer vite l'histoire en quelques mots? Alors, Irréversible, donc, c'est son second film où il prend le parti en fait de raconter une histoire à rebours. Donc on commence directement par la fin, où en gros, pour résumer, c'est l'histoire d'une vengeance. C'est Vincent Cassel qui, en gros, veut se venger d'un gars parce qu'il a violé sa femme. Et bah basiquement, en fait, c'est ça, c'est tout le film. Il veut venger sa femme. C'est ça, en fait. Et à la fin, c'est-à-dire au début... il se fait casser la gueule. Voilà. Je pense que c'est marrant, tu peux pas vraiment le spoiler parce que du coup la fin est au début. Bah, c'est très compliqué de faire un résumé sans révéler le viol en fait. Oui. En même temps, est-ce que quiconque ignore que en même temps, c'est pas vraiment l'intérêt. L'histoire n'est pas vraiment l'intérêt. Je pense que l'histoire est jamais vraiment l'intérêt dans les films de Gaspard Noé. Je pense que c'est surtout la forme en fait. Effectivement. Mais du coup, est-ce que tu peux développer sur pourquoi tu trouves que c'est le moins intéressant? Oui. Ça m'intéresse parce que moi c'est probablement celui que je trouve le plus intéressant. Bah tu vois, je m'en doutais. Vu qu'on adore ne pas être d'accord sur les films qu'on aime et qu'on n'aime pas, je m'en doutais un petit peu que ça serait ton préféré. Et pour mon préféré, je pense que c'est celui que tu vas le moins aimer. Mais bon, on va y revenir plus tard. Mais pour reparler d'Irréversible, je trouve pas le film mauvais en soi. Hein. C'est juste, il me touche pas. Et d'ailleurs, petite précision. J'ai été fort surpris de voir que l'acteur qui joue le boucher dans Carne et Seul contre tous, c'est le premier gars qu'on voit. Du coup, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est un univers partagé? Est-ce que genre, tout se passe dans... Oui, c'est un univers partagé. C'est le même personnage. Bah oui, c'est le même personnage. Ah, excellent. Ouais. Ah, excellent, d'accord. Parce qu'il révèle la fin de... Il spoil la fin du film précédent, du coup. Et donc... déjà le principe même en fait de compte à rebours, je le trouve intéressant sur papier, mais ce qu'il y a, c'est que du coup par catharsis, la catharsis on l'a avant même d'avoir eu le conflit, et donc pour moi ça enlève beaucoup au film, et du coup comme on finit un peu sur un pétard mouillé quoi. Enfin t'as tout le côté elle est enceinte, du coup voilà ça rend le truc encore plus dramatique, mais tu finis sur elle dans un parc, du coup je trouve ça vachement moins impactant. D'accord, ok. C'est-à-dire que moi j'adore les films de violence, oui, et de vengeance. Les films de violence, les fameux. Écoute, c'est un style comme un autre, hein, mais sinon. Est-ce que tu as vu le trailer du dernier film de violence? Mais pour revenir à ce que j'aime dans les films de vengeance, c'est justement cette catharsis de ce gars a fait du mal au personnage principal, il va lui péter la gueule quoi, et bon ce soit bien ou mauvais, ça c'est un autre débat, mais là on t'enlève un peu ça, surtout qu'en plus techniquement c'est même pas Vincent Cassel qui se venge à la fin, c'est le prof. C'est le gars qui l'accompagne, qui est un peu le gars raisonnable. Dupontel. Voilà, c'est Dupontel, qui finit par tuer le gars. Oui, mais c'est même pas le même gars, c'est même pas le bon gars en fait. Oui, c'est ça en plus. Donc c'est ça en plus c'est ça pire. Donc je retire pas une expérience vraiment émotionnellement satisfaisante, on pourrait dire, mais en même temps je doute que c'était pas le but. Mais c'est ça, justement, je pense pas que c'est le but. Clairement. Pareil que pour Seul contre tous, je pense pas que Gaspard Noé ait un point de vue moral sur cette histoire, ou sur
n'importe quelle histoire qu'il raconte, mais clairement, je pense, je ne crois pas que son message soit que la colère est une bonne émotion à assouvir quelque part. Bien sûr, bien sûr. Ça n'a jamais été son intention de faire un film de vengeance où à la fin il se venge et tout le monde est content. C'est ça, bien sûr. Mais j'ai conscience de ça. Mais du coup, c'est ce qui fait que moi, au-delà de ça, je trouve que dans le film, je dis pas qu'il y a pas grand chose d'intéressant qui se passe, c'est juste qu'il y a pas grand chose qui m'intéresse. Ouais. Parce que t'as aussi ce côté recherche, et bon, comme tu sais déjà ce qui se passe avant qu'il recherche, ouais, t'as pas non plus beaucoup de satisfaction à ce niveau-là, donc je n'en retire pas vraiment quelque chose personnellement, mais c'est moi, je sais bien que c'est moi, voilà, donc honnêtement, c'est un film qui ne me parle beaucoup moins. Ok. Mais du coup, finalement, toi, qu'est-ce que tu aimes à ce point dans Irréversible? Ouais, je t'avoue, c'est dur c'est dur d'être très précis en fait sur ce que j'apprécie dans Irréversible. Je pense que c'est beaucoup la forme en fait. Bon, il faut dire aussi que j'ai revu le film pour ce podcast et la première fois que je l'avais vu, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment dans l'adolescence. Ah ouais, ok. Du coup, je pense que je vais quand même beaucoup plus apprécier la première fois. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé, mais voilà, quand on connaît le film, je pense que ça diminue beaucoup. Finalement, j'ai presque l'impression que c'est un film qu'il faut quand même découvrir à un certain âge. Après, un truc que je trouve intéressant, c'est ce parti pris de prendre le truc à rebours. En fait, de nouveau, il joue avec tes attentes. Pas tes attentes, mais c'est ça. En fait, le truc qui est malin, c'est que du coup, il sépare en fait toutes les scènes par les petits moments où il fait tourner la caméra de partout dans les rues. Dans le métro, tout ça. Et du coup, c'est presque comme si il t'invite à considérer chaque scène séparément, en fait. Ça rend toute la progression du truc, justement, presque comme une structure de film qui finit par un happy end, en fait. Le film commence sur la misère et se termine sur le bonheur, tu vois. Et le truc, c'est que tu es face à ces émotions-là sur le moment, mais t'as toujours dans voilà, quelque part dans ton esprit que, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. C'est pas comme ça que les choses se passent, c'est à l'envers, on ne va pas vers le bonheur, on va vers la tristesse et la mort et la violence. Sur le principe, ça fonctionne en fait. Sur le principe, ça te donne une expérience qui joue clairement avec ta perception. Et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il modifie complètement ta perception de l'histoire. D'accord. Tout à fait. Ok, je vois. Est-ce que Dessou peut... Moi, je vais rajouter que, donc je suis d'accord avec Pamancha, je vais rajouter que tu rentres pas dans le film de la même manière que tu en sors, c'est-à-dire que tu as une progression dans la mise en scène en fait. Donc dès le début du film, tu as la caméra qui tourne dans tous les sens, qui est très vénère. J'ai même l'impression que les premières scènes sont plus improvisées que les scènes suivantes. Sûrement. En tout cas, dans le jeu, j'ai un ressenti comme ça, tu vois. Il me semble que genre à peu près toutes les scènes étaient improvisées, mais après les scènes de la fin, je suis pas sûr. Ouais, mais ça semble. C'est peut-être la caméra ou la caméra doit. À mon avis, la caméra improvise les mouvements. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus brouillon, c'est beaucoup plus malsain en fait au début. Au niveau du son aussi, du sound design, c'est beaucoup plus malsain au début. Et effectivement, t'as vraiment cette progression où le film se calme au final et le film devient poétique dans les dernières minutes, tu vois. Et du coup, un autre truc, c'est la fin du film, la phrase de fin du film, c'est le temps efface tout, c'est ça? Le temps détruit tout. Le temps détruit tout. Et on peut dire qu'il fait écho au cinéma. Qui fait écho au cinéma, mais qui fait écho au film. Mais du coup, enfin oui, cet écran de fin ramène à ce que je disais plus tôt sur la progression de l'histoire qui va vers quelque part le bonheur et la fin heureuse. Quand tu atteins cet instant de bonheur, tu as cet écran pour te rappeler que c'est pas comme ça que ça s'est passé en fait. Et donc pour te ramener au début et à la misère et la violence et tout le monde va en prison et tout le monde est bargué. Il est quoi? Il est bargué. Ah oui, C'est sadomaso, attention. Oui, c'est pas vraiment un bar non plus. Il y a un bar dedans, mais... Oui. Donc ouais, voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, moi j'ai 2 questions encore. Ouais. Il y a la version à l'endroit qui sort bientôt, qui est sortie d'ailleurs, je pense, en France. Je pense qu'elle est sortie en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup,
Vu que toi, tu aimes bien qu'il soit à l'envers et vu que... Arknea. Préférais qu'il soit à l'endroit, je suppose, du coup. Bah, est-ce que tu penses que ça serait plus intéressant à l'endroit? Alors, je pense honnêtement qu'il m'aurait plus intéressé s'il avait été à l'endroit, mais je sais pas si c'est forcément une bonne chose qu'il propose cette version comme ça à l'endroit, forcément, vu que, enfin, parce que vu que c'est comme ça que Gaspard Noé l'imaginait. Je sais pas si ça vient de lui ou si voilà on le fait parce que bon le viol pourquoi pas. Mais c'est vrai que d'un autre côté voilà je crois que la raison aussi pour laquelle on le retient au-delà de la scène du viol qui a fait polémique, c'est que il était voilà c'est un film qui a un rebours donc voilà c'est pas forcément un truc qu'on voit tout le temps donc bon le mettre à l'endroit est-ce que c'est pas un peu l'enlever ce qui va être particulier parce que bon je ne sais pas honnêtement peut-être que moi ça me offrira peut-être une meilleure expérience mais bon je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Donc, Après, apparemment, c'est pas juste il remet le film à l'endroit et puis voilà, il change quand même quelques trucs dans le montage ou. Oui, je pense le carton de texte à la fin. Le carton de début change, mais c'est une version retravaillée, montée à l'endroit quoi. Oui, donc c'est quelque part c'est un autre film en fait. C'est une autre version quoi. Ouais, pour moi, je t'avoue, au départ, j'étais un peu... j'étais pas sûr. Maintenant, j'ai presque envie de lui laisser une chance quand même, parce qu'en le revoyant, je me disais, oui, en fait, ça pourrait aussi marcher à l'endroit. Mais ça ferait quelque chose de complètement différent. Il le fait pour ça, je pense. C'est pour ça qu'il ressort. Et pour le pognon, peut-être. Probablement peut-être aussi un petit peu. Parce que oui, du coup, c'est le seul film qui est rentable de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est intéressant de le préciser. Il fait des clips, il fait des choses. Je pense qu'il a des amis. Enfin, voilà. C'est possible. Est-ce que avant de passer à la suite, est-ce que quelqu'un veut commenter sur la scène? Oui, c'était ma deuxième question. Ok. La scène et du coup la polémique qui va avec. Qu'est-ce qu'on en pense? Faut quand même admettre que c'est quand même vachement long quand même comme scène. C'est fait exprès, c'est fait pour. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est quand même vachement long, quoi. Ouais, je sais pas, c'est quoi la question? Est-ce que la question c'est est-ce que ça aurait dû être moins long ou Alors la question c'est comment tu l'as ressenti et est-ce que tu comprends la polémique ou est-ce que je peux comprendre la polémique quand même parce que ça reste quand même une scène choquante, tu vois, ça reste quand même c'est très cru, surtout que c'est vraiment pas banal, quoi, donc, je peux comprendre que les gens, soient choqués, surtout finalement, en plus, comme c'est le seul personnage féminin important et voilà, c'est clairement son seul but dans le film, c'est de se faire violer. C'est la première scène, hein. C'est la première scène où elle apparaît. Ouais, c'est ça en plus. On la voit pas dans l'ambulance d'abord, se monte. Ouais, il y a une scène où elle est ensanglantée et elle monte dans l'ambulance. Oui, si, mais bon, c'est la première scène où elle joue vraiment et elle est pas genre allongée, les yeux fermés sur le truc. Ouais, c'est une performance d'acteur aussi, hein. Oui, mais bon, ouais. Je peux comprendre honnêtement, qu'il y ait, qu'on soit choqué par le fait qu'en plus ce soit vraiment son seul but dans le film, c'est de se faire violer, quoi. Donc. Mais justement, parce que tu dis que son seul but dans l'histoire c'est de se faire violer, mais la structure à rebours du film empêche ça en fait. Il y a la scène où elle se fait violer et puis on développe son personnage. Et du coup, à la fin, tu as tu as en tête son personnage, en fait. Tu as en tête elle ne se résume pas à cette scène-là. Alors qu'à l'endroit, je pense on se rappellerait beaucoup plus ce coup-là, en fait. C'est le dernier truc auquel elle aura participé dans le film. C'est se faire violer. Et je pense à ce moment-là, ce serait. Justement, je me demande si c'est pas justement ça renforce pas un peu le côté un peu sordide de l'histoire parce que comme dès le début tu sais, même pas en fait, tu sais pas vraiment au début pourquoi ça se développe au fur et à mesure, mais pendant une longue partie de l'histoire, le but de Vincent Cassel c'est de se venger pour sa. Je sais pas si c'est sa femme ou juste sa copine dans le film, j'ai oublié. C'est pas vraiment précisé plus que ça. Mais... Bref, il veut venger sa copine parce qu'elle s'est fait violer. Et donc, t'as un peu cette idée que une grosse partie du film est faite pour que tu arrives
à ce moment-là, tu vois, qu'elle est vraiment construite pour qu'elle arrive à ce moment-là. Oui. Et pendant tout le reste du film, pendant qu'elle vit sa vie, en fait, tout ce que tu peux dire, c'est meuf, tu vas te faire violer. En fait, tout ça ne sert à rien. Tu vas te faire violer. En fait, tout ça, c'est pas. Oui, mais justement, parce vie, que, en fait, enfin, je sais pas si toi, tu ne peux plus penser qu'à ça une fois que tu as vu la scène. Mais de mon côté, je vois en fait, je suis les scènes qui suivent, tu vois. Je suis les scènes où elle vit sa vie, elle est heureuse avec son mec. Et, sur le moment, c'est ce qui me reste en tête, tu vois. Et c'est qu'après que je dois remettre tout en contexte. Hein. Mais pendant que je regarde le film, je suis dans le film, quoi. Mais comme la scène, je la connaissais déjà de base, et qu'en plus, elle est vraiment centrale au récit. Mais il faut reconnaître, elle est vraiment centrale au film. C'est vraiment, le film est vraiment construit tout autour de ça. Donc, je sais pas. Mais après, pour revenir à la question, parce que bon, est-ce que c'est choquant? Oui. Est-ce que ça doit aller au-delà de ça? Non. Je veux dire, c'est une scène choquante qui a été là pour une raison. Et bon, la raison, elle a été. La raison est vite répondue. Non, la raison, le but de cette scène a été rempli. Voilà, c'était de choquer avec un acte horrible qui est vraiment montré de façon horrible. Donc, voilà, on va dire que dans un sens, c'est réussi. Ouais, moi, je pense le but de la scène, on est au courant, quoi. Après, est-ce qu'elle était trop longue ou pas? J'ai l'impression qu'elle était aussi quand même pas mal improvisée, donc en soi, c'est les acteurs qui ont pris la décision. Petite anecdote, ils l'ont joué 6 fois. Ah bon? Ils ont fait 6 prises. D'accord, très bien. Il y a l'anecdote de la bite en 3D, du coup. Oui, c'est rigolo. Tu peux le raconter. Je sais pas si tu vois le moment où, comment il s'appelle, le ténia, le violeur se relève, il y a un moment où on voit son pénis, d'accord? En fait, en vrai, sur les rushs, on voyait pas son pénis. Et Gaspard Noé a vu les rushs et a dit « Mais attendez, il manque quelque chose !» Et du coup, ils ont rajouté un pénis en 3D pour qu'on voit un pénis. Voilà. Voilà. Et donc je veux juste dire ça pour conclure la discussion sur Irréversible. Ce que je veux juste rajouter sur est-ce que la polémique était justifiée ou pas. En soi, je pense si elle est justifiée ou pas, de toute façon, elle va arriver. Et elle n'étonne personne, c'est surtout ça. Oui, c'est ça n'étonne personne. Et puis, quelque part, d'un côté, c'est vrai que ça sonne peut-être un peu bête dit comme ça, mais j'ai quand même l'impression que la scène, elle est pas pareille pour les femmes, mine de rien. Sûrement qu'une femme va pas réagir en se disant ouais, cool, la vengeance. Moi, j'aime bien les films de violence et des trucs comme ça. Et en plus, le fait que la scène soit aussi crue et réaliste et tout ça, je pense que ça résonne pas du tout de la même manière. Du coup, je pense que c'est une femme vient me dire que cette scène est inacceptable. Voilà, quelque part, dans mon fort intérieur, j'ai envie de dire, ouais, mais bon, quand même, l'art et tout, et machin, et les intentions. Mais voilà, c'est un peu... Ce sera déjà plus compliqué de défendre. Donc, voilà. Ce que je vais dire aussi, qui va me permettre de faire une transition sur le prochain film, c'est qu'il y a des gens ont dit que Irréversible était mal filmé, mais en soi, écoute, c'est une réalisation qui peut être surprenante. Oui, c'est particulier. Mais... Voilà, mais surtout que je trouve qu'il a pu la perfectionner avec le film suivant, Enter the Void, où là il a vraiment pu se lâcher avec la caméra volante qu'il va utiliser là pour le coup pour ses autres films, donc franchement, c'est vraiment chouette, je trouve. Parce que vraiment, cette caméra volante, je trouve qu'il a vraiment développé un vrai style avec ça. Je trouve vraiment qu'il a vraiment trouvé une patte pour laquelle on peut vraiment le reconnaître. Et pour le coup, Enter the Void, c'est, je crois, le film que je préfère. Ouais, non, vraiment, c'est le film c'est son film. Voilà. Come on. Not your friend. We're gonna be like family from now on. Just you and me. Qui fait un petit résumé. Noki Day, fais-nous un petit résumé, parce que Enter the Void, tu l'as vu, du coup. Ça fait tellement longtemps. Alors, franchement, je pense que je suis peut-être
plus mal placé pour faire un résumé, tellement l'histoire, elle m'a paru un peu pas si importante que ça. Un très vague résumé pour que les gens sachent un peu de quoi il s'agit. Tu te souviens quand même de ce qui se passe? En gros. Au moins au début. Au moins le début, oui, c'est ça. Donc, c'est des jeunes qui sont au Japon. Oui, je me souviens que c'était au Japon. Le Japon. Voilà, donc je pense qu'ils étaient déjà en plein trip avec des stupéfiants cons que je ne sais pas quoi précisément. Des drogues, le DMT. Et du coup, il y a un personnage qui décède malencontreusement. Mais ça, je vous jure, je me rappelle plus du tout comment il décède. Ouais, c'est un dealer de drogue qui va faire un deal. Il y a la police qui débarque et qui lui tire dessus, en gros. Ah oui, c'était la police. Oh, je te jure, je me rappelais plus du tout que c'était la police. Ouais. Et oui, et donc, voilà, en fait, ce qui était très intéressant dans le film, c'est qu'on suit, on pourrait dire, le fantôme du jeune décédé. Et en fait, à partir de toute cette réalisation, on veut dire de cette caméra qui survole la ville, on va un peu suivre l'histoire de ses amis, en fait, de ses compagnons, qui viennent d'apprendre la mauvaise nouvelle, en fait. Et je pense que c'est à peu près ça. T'as oublié de dire, tout le film est filmé à la première personne. Donc on voit toute l'action du dealer qui va retrouver son pote à la première personne. Et le moment où il meurt, on reste à la première personne et on voit ce que voit son esprit qui s'élève et qui observe le monde des vivants avant la réincarnation. Oui. Merci. Oui, je sais que tu sais. Voilà. Et t'as aussi beaucoup de flashbacks sur... des flashbacks, sur sa vie, sa sœur... Oui, il revoit sa vie devant ses yeux, machin. Ouais. Il y a beaucoup de sauts dans le temps et des choses comme ça. Ouais, parce que c'est un film sur la mort, la vie après la mort, la réincarnation, et un peu ce qu'on peut retenir de nos vies, un peu. Lui, il fait un petit... Enfin, c'est pas dit, mais de mon point de vue, il fait un peu le point sur sa vie, la vie qu'il a vécue, et sur sa sœur, quoi. Donc, voilà. Oui, du coup, oui. Et du coup, je me posais la question, pas Mancha, est-ce que toi, c'est un film qui t'a plu ou pas? Du coup, je l'ai revu aujourd'hui. Parce Attention. Parce que ça faisait très très longtemps. Et il me semble que c'était le premier que j'ai vu. Parce qu'il était sur Netflix à l'époque. Pour le coup, c'est Irréversible qui est sur Netflix pour le moment. Ouais. C'est exact. C'est surprenant d'ailleurs. Oui, c'est rigolo. Ouais. Il a censuré d'ailleurs, je sais pas, sur Netflix. Pas que je sache. D'accord. Okay. Ah, mais d'ailleurs, petite parenthèse pour le prochain film après, mais Love était sur Netflix aussi, et je comprends pas du tout comment ils ont fait là. Par contre, ça, j'avoue que apparemment, il était sur Netflix. Mais du coup, Enter the Void. Du coup, la question, c'est est-ce que ça m'a plu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je pense. Après, je pense que c'est probablement celui qui m'a probablement le plus ennuyé. Ce qui ne veut pas dire que je me suis ennuyé nécessairement, mais je pense que par rapport à tous les autres, c'est celui qui est probablement le plus intéressé par sa forme et le moins attaché à son histoire. C'est une histoire qui est racontée de manière très détachée, en fait. Ouais. Et surtout à partir de son point de vue. Enfin, le détachement de l'histoire vient de son point de vue, parce que quelque part, on suit un personnage qui n'est jamais impliqué dans l'action, en fait. Le personnage a une influence sur la vie de tous les autres, parce que voilà, c'est un personnage qui liait toute leur vie, hein. C'était le frère de la fille, l'ami du mec, machin bidule. Mais en soi, voilà, il meurt au début, et à partir de ce moment-là, il est juste témoin des événements, mais il n'intervient jamais dans les scènes. Et du coup, même dans la réalisation, il y a un côté où il suit un peu les choses de manière distante, tu vois. Je pense que c'est intéressant comme parti pris. Après, c'est un peu long au bout d'un moment. Ça, c'est le truc que je suis un peu de ton côté. J'avoue que presque 3 heures pour ça, j'avoue que c'est un peu long. Je pense que c'est la vie globale. Tout le monde a un peu cette vie-là. C'est vrai. C'est bien possible. Mais honnêtement, je suis prêt à lui pardonner. Ça, c'est son défaut que je suis prêt à lui pardonner. Mais après, je suis peut-être pas le plus objectif là-dessus, parce que j'ai vraiment, ça a vraiment été une expérience vraiment super pour moi. Donc, tu l'as vu pour le podcast, du coup. Oui,
mais je regrette pas, franchement, rien que pour ce film. Eh ben, merci qui? Eh ben, merci Jackie et Michel. Non, vraiment, ça. En fait, je m'étais fait cette réflexion après, enfin, en pensant au film. C'est si je devais le décrire en une phrase, ça aurait été une expérience auditive et visuelle unique en son genre. Et j'étais en mode putain, je devrais écrire des articles pour Télérama. Je suis trop fort. Enfin bref, c'est non vraiment ça. Et c'est vrai que mine de rien, c'est vrai que c'est celui qui s'intéresse peut-être le moins à l'histoire. Il y a une histoire quand même, hein, faut pas lui enlever ça. Mais honnêtement, je trouve que c'est son plus beau film et c'est vraiment une expérience onirique que je m'y attendais pas du tout. Au début, je me suis dit que j'étais vraiment pas parti pour l'apprécier forcément, mais j'ai complètement changé d'avis en me laissant juste porter par ce film. C'est vraiment très efficace, quoi. En fait, pour moi, c'est un peu une sorte de film. Je vais pas dire montagne russe parce que là, c'est presque péjoratif. Maintenant, depuis que Martin Scorsese a fait la comparaison avec les Avengers, mais c'est un film à expérience où, en fait, l'intérêt principal du film, c'est l'expérience qu'on vit en le voyant, quoi. Après, l'expérience que tu vis est quand même très très zen, quoi. Donc, c'est pas comme si t'étais balancé dans tous les sens. Enfin, bien que avec la caméra aussi un petit peu, mais bon, ça va, c'est doux, quoi. C'est quand même très très doux, comme film. Oui, mais en fait, quand je dis montagne russe, il faut pas que ça soit un truc ultra speed, il faut pas que ça soit rythmé. Parce que moi, je me souviens que quand même, l'émotion que j'avais eue en le voyant pour la première fois, c'était quand même... ça me retournait un peu le cerveau, dans le sens où on passait à travers les murs, on parcourait toute la ville, on passait d'un personnage à un autre, et il y a ce voyage pas perturbant, mais allez, comment on pourrait dire atypique, quoi. Mais il y a un terme beaucoup mieux. C'est juste que je la trouve pas, malheureusement. Un voyage qui t'étend l'esprit. Un voyage sensoriel et spirituel. Un truc de ouf. Ah oui. Est-ce que vous considérez que c'est très spirituel comme expérience? Oui, ça l'est d'office. Mais c'est il y a tout ce côté spirituel qui est étendu. Enfin, je veux dire, le principe même, il en parle au début, le livre des morts, qu'est-ce qui se passe après la mort, et du coup, forcément, tu suis après sa mort, donc ouais, forcément t'as cette spiritualité qui se dégage, et puis à la fin t'as le plan de réincarnation qui est là, mais donc on peut dire quand même que c'est fort spirituel. C'est fort spirituel. Cela dit, moi j'ai vu Gaspard dans une interview dire MDR, moi je suis athée et j'y crois pas du tout. Oui, il me semble qu'il avait dit aussi, que le livre des morts il l'avait pas lu par contre. Ou un truc comme ça. En soi c'est pas très important. Il faut vérifier l'info, mais je vous laisse faire votre travail, messieurs les détectives de l'internet. Ça, je trouve que c'est pas si important ça, vu que bon, finalement, là, je trouve que ce qui est important, c'est plus ce que les gens en tirent, quoi. Donc, s'ils en tirent quelque chose de spirituel, tant mieux pour eux. Et c'est ce que, c'est pas tant le côté spirituel que je ressens, c'est un tout, en fait. Le film a un côté très reposant aussi qui m'a vraiment plu, et je crois que de tous les personnages de Gaspard Noé, je crois que c'est le frère et la sœur que je préfère, honnêtement. Je crois que je me suis vraiment attaché à ces personnages. Ah bon? Ouais. Moi c'est l'inverse. Hein. Enfin oui. D'accord, ok, c'est ton droit. Écoute, je sais pas si je m'attache vraiment au personnage de Gaspard Noé. Je pense que c'est, enfin pour moi c'est jamais vraiment le centre de. Le but. Hein. Pour moi l'élément le plus important des films de Gaspard Noé, c'est Gaspard Noé. C'est qu'est-ce que lui il fait avec sa caméra et avec tous ces trucs. Donc ouais. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que quand je dis que je trouve le film vraiment beau, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous en avez rien à foutre? Peut-être que c'est pas du tout. Quand même pas. Peut-être que vous avez dit, peut-être que vous êtes en mode, non, moi je trouve ça moche, honnêtement, toutes ces couleurs, franchement, ça me donne envie de dégoûter, voilà. J'en sais rien, il faut me dire. Hein. Tu veux dire beau, genre esthétiquement, ou beau, genre l'histoire est belle et tout ça, et machin.
un peu des deux, parce que visuellement, je le trouve vraiment très beau. Esthétiquement, t'as vraiment une recherche qui, moi, me parle beaucoup. Et puis, en plus, honnêtement, le parallèle avec la maquette qui est construite et Tokyo sur laquelle on voyage comme ça de haut, franchement, je trouve ça très beau aussi. Et au-delà de ça, c'est vrai que tout ce côté voir tout ce qui se passe après qu'on soit mort pour à la fin se réincarner et voilà, faire un peu la paix avec sa vie, voilà, je trouve ça beau aussi, hein. Donc mais je parlais peut-être plus du côté esthétique. D'accord. Moi oui, je trouve que moi aussi le film est très très beau esthétiquement. Après c'est peut-être que parce que je l'ai vu aujourd'hui, mais il y a un truc que je me suis dit en le voyant, c'est il revient plusieurs fois avec le même effet pour faire des transitions avec d'autres scènes. C'est genre il est dans une pièce comme ça, la caméra est dans une pièce en train de voler comme ça, et tout à coup il y a un espèce de stroboscope et la caméra passe en fisheye, et puis il va dans une lampe ou dans une lumière ou dans un truc. Et ça, il l'a répété genre un paquet de fois quand même. Au bout d'un moment, je me suis dit, oui, bon, peut-être... le film est trop long, quoi, en fait. C'est ça le problème. C'est un peu long, ouais. Ça rejoint ce problème-là. Mais en même temps, Gaspard Noé, il fait souvent les mêmes effets pour ses scènes de transition. C'est présent dans tous ses films, j'ai l'impression. Disons, dans Irréversible, ça se camouflait un peu mieux parce que ça allait... c'était des effets où ça allait très très vite. C'était des panneaux pour essayer de raccorder ça comme un plan séquence. Ouais, c'est ça. Et les transitions où la caméra tournait partout dans la rue, ça allait très vite, et du coup, on avait peut-être moins l'occasion de repérer la répétition. Il y en a moins. Et il dure 1h30, quoi. Et il est plus... En fait. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand même il est très long, c'est ça qui est un peu qu'il... donc... Il est pas très long, il est un peu trop long, quoi. Il est un peu trop long, tu vois. Il aurait pu faire 2 heures, ça aurait été bien, je pense. Mais... Je pense une demi-heure en moins, ça aurait été bien. En vrai, même 1h30, je pense qu'on aurait moyen d'avoir eu même une heure d'histoire plus concise, peut-être plus efficace, honnêtement. Donc, je pense 2 heures, c'était juste bien, quand même. Mais je pense aussi que c'est un film, comme moi je me suis, c'est vraiment laisser aller, laisser couler comme ça, il faut vraiment presque prendre avec un joueur ce film, il faut vraiment juste ne penser à rien de tout, en fait c'est ça, il faut méditer, il faut littéralement méditer pendant 3 heures pour être dans le film, tu vois, donc... On peut discuter d'un truc, en tout cas, que j'ai remarqué, qui, j'ai l'impression, se retrouve quand même plusieurs fois dans la filmo de Noé. La relation entre le frère et la sœur, ont-ils baisé ? Je pense pas. Il y a des sous-entendus, hein, mais après on sait pas. C'est pas dit, mais il y a une tension. C'est pas dit, mais il y a un truc. C'est clair. Et ça se remarque. Les thématiques de l'inceste se retrouvent quand même plusieurs fois chez lui, mine de rien. Donc, mais là, pour le coup, même si c'est présent, c'est pas comme s'il y avait clairement eu quelque chose. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense juste que t'as peut-être le frère qui a eu des idées. Comme en plus, il a pas vu sa sœur depuis littéralement des années. Peut-être que il y a pas ce lien forcément qui s'est créé pour qu'il il voit peut-être pas sa sœur comme forcément sa sœur, il y a peut-être cette partie de lui qui la voit juste comme une femme. Parce que t'as plusieurs scènes où la sœur est devenue stripteaseuse et le frère vient la voir. Il y a une familiarité entre les deux qui est un peu... C'est spécial, hein, ouais. Il y a ce côté protecteur, après, c'est pas... Mais bon... Oui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la relation de Gaspard Noé au sexe est très présente dans sa filmographie. Et du coup, ça nous amène à discuter de love. Can you show me how tender you can be? You're the love of my life. Can you keep a secret? I messed it all up. I love you! How can something so wonderful bring such great pain? Quelle transition. Je suis fier de moi. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le sexe c'est ce qui m'emmerde le plus chez Gaspard Noé? Oui. Non. Oui. Vous imaginez mon état devant Love pendant tout le film? Ouais. C'est sûr que oui, si ça t'intéresse pas, ouf. Ouais, et c'est bizarre parce que, en fait, les parties que j'ai vraiment aimées dans ce film, c'est les moments où ils parlent, mais genre pas de sexe, quand ils parlent juste de leur vie, quoi. C'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ce film. Il y a pas beaucoup de moments où ils parlent pas de sexe. Ah ouais, non, c'est pour vous dire à quel point, j'ai dû m'accrocher, hein, pour le voir, celui-là. Et pourtant, c'est pas mauvais. Enfin, en fait, je sais même pas, vu que
que retenir de ce film, à part juste, il y a beaucoup de scènes de cul. Surtout que t'as pas de finalité à ce film, c'est ça qui est terrible, je trouve. Ouais, mais en vrai, la plupart des films de Gaspard Noé, il n'y a pas de finalité. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Mais là, enfin, là, je trouve que c'est... Enfin, là, ça m'a marqué parce que le gars, il est affecté parce que son ex a disparu. Du coup, on vit toute leur histoire. Pourquoi ils se sont quittés, tout ça. Bon, finalement, rien, en fait. Est-ce qu'elle s'est suicidée? On ne sait pas. Est-ce qu'il est juste parti? On ne sait pas. Et ça finit sur lui en train de pleurer dans sa baignoire. Donc, je sais vraiment pas pourquoi je me suis accroché pour regarder cette histoire. Je sais pas, je ne sais vraiment pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté sans direction qui moi aussi m'avait marqué à la fin. Après, je trouve pas que il y a pas lieu à quand même en discuter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans... Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un qui va adorer ce film, il va retourner. Pourquoi est-ce qu'il va dire aux gens non mais faut voir ce film est incroyable. Mais pourquoi il est incroyable? Est-ce qu'il est incroyable pour les scènes de sexe qui sont incroyables, ou est-ce que c'est pour l'histoire qui tient sur 20 minutes du film? En vrai, c'est une vraie question que je me pose. Finalement, qu'est-ce qui... Des soudines, ce que tu penses du film? Qu'est-ce qui rend ce film incroyable? Mais je suis pas sûr qu'il est incroyable. Non, ce film. Pas incroyable, mais en tout cas, qu'est-ce que les gens aiment dans ce film? Pourquoi ils aiment? Pourquoi les gens aiment ce film? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Ouais, j'ai pas revu Love pour le podcast, par contre, parce que j'ai pas eu le temps. Donc c'est un poil distant maintenant. Je pense que c'est pour le coup un peu une manière un peu plus humaine pour Noé d'approcher son travail, parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas un parti pris esthétique ou cinématographique vraiment hyper... qui dicte tout ce qui se passe dans le film. Pour le coup, c'est déjà beaucoup plus quelque chose qui est centré sur les personnages, en fait. Sur les personnages et sur leur histoire et leurs interactions. Pour le coup, oui, je vais sortir la carte du subjectif le plus abject, mais mine de rien, je pense que c'est vraiment si tu n'arrives pas à apprécier ces personnages, je pense concrètement qu'il n'y a pas grand chose que je puisse te dire pour te convaincre que ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense pas que ce soit le chef-d'œuvre de Gaspard Noé, mais après j'apprécie quand même qu'il décide de parler plus d'amour et de sexe et de choses un peu plus, quelque part un peu plus quotidiennes que la vengeance et le viol et la mort et tout ça. Quelque part, je pense que c'est intéressant dans le contexte du travail de Noé. Après, tout seul, je sais pas. Après, c'est vrai que je reviens un peu sur tout ce qui m'a pas intéressé avec le film, c'est l'exploration des relations à travers l'amour et la sexualité. La partie justement où ils s'interrogent un peu tous les deux sur ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent se libérer, aller dans des boîtes échangistes, tout ça, est-ce que avec le mec qui est très possessif mais en même temps qui lui a envie de faire des choses. Et ça c'est un cas qu'on peut retrouver en vrai, donc c'est intéressant. Et scènes juste où ils parlent juste de leurs sentiments. Par exemple, la scène du resto, même si elle est très courte, moi j'ai beaucoup aimé. Où ils font que parler un peu ils parlent de rencontrer leurs parents respectifs, donc c'est pas du gars vu qu'il est orphelin. Et franchement, si tout le film avait été comme ça, moi j'aurais vraiment beaucoup plus accroché. Mais ça peut paraître très bizarre, mais comme il y a trop de sexe, moi ça m'attire pas. Et c'est pas parce que j'aime pas les films où il y a du cul, voilà, ça, à nouveau, quand c'est Gaspard Noé qui le fait, bizarrement, ça me branche vraiment pas. Voilà. Est-ce que tu as un exemple de film où il y a beaucoup de sexe et là ça t'intéresse? Est-ce que c'est dur de faire ou alors un film avec autant de sexe que du porno? C'est ça, en plus, comme le film est très cru, ça fait très porno, quoi. Mais c'est mieux filmé qu'un porno. Je suis pas d'accord, c'est beaucoup moins crade et voyeuriste qu'un porno, je trouve. Ouais. Ça a plus de goût. Oui, clairement, bien sûr. Mais c'est dur de trouver un autre film où il y a autant de cul que dans... Peut-être pas forcément un film où il y a autant de sexe, parce que bon, là je me doute que ça va être compliqué, mais genre une scène de sexe qui est... Un truc, c'est souvent, j'ai l'impression que parce que
En plus, ce film c'est fait comme ça, c'est un drame érotique, donc je suis toujours surpris parce que ça m'arrive souvent, je m'attends à un film sans forcément de scène très explicite, et quand je tombe dessus, je regarde sur le film, il y a toujours le film thriller ou drame ou telle chose, slash érotique, et à chaque fois je suis dans ce cas, bon écoute, oui, c'est normal. Et une fois où c'est m'est arrivé, c'est pour le film Mademoiselle, film coréen de je ne sais plus qui, Park Chan-wook. Park Chan-wook, merci. Qui pour le coup je trouve plus intéressant, et je pense que c'est en général dans les films coréens érotiques, je trouve que c'est filmé avec beaucoup plus de subtilité, et j'accroche beaucoup plus. Et surtout que dans Mademoiselle, on suit beaucoup plus les personnages, on est beaucoup plus avec eux, on apprend à les connaître, on connaît leurs sentiments. Donc moi ça me parle plus, honnêtement, parce que là, sans dire qu'ils sont vides, les personnages de Love, voilà, je trouve sont plus archétypaux. Donc oui, c'est vrai qu'ils sont plus archétypaux. Oui. Après, voilà, Alors voilà, pour moi, quelqu'un qui ne regarde pas énormément de films d'amour, de choses comme ça, je me dis bon, je pardonne peut-être plus vite les clichés, tout c'est possible. Mais... Le fait que ce soit des personnages archétypaux ne me gêne pas vraiment outre mesure. Je trouve même, ça c'est que je pense en plus que Gaspard Noé utilise beaucoup d'archétypes pour ses personnages dans ses films, donc c'est pas du tout un truc qui m'a gêné. C'est juste que ça m'empêche de m'impliquer pour les scènes plus crues, et où on est censé ressentir tout l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Voilà, ça, j'aurais préféré qu'ils approfondissent un petit peu plus le côté psychologique de ces personnages. Ok. Est-ce qu'on fait une conclusion sur Love Conclusion rapide sur Love. Rapide sur Love. Je peux peut-être être déçu parce que tu n'as pas beaucoup parlé. Ouais, j'ai pas, excusez-moi, je fatigue en fait. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je vais un peu répéter ce que vous avez dit depuis le début. Comme ça, ça conclut quelque part. Ah non, moi, je me suis pas fait chier devant Love. J'étais dedans. J'attendais, je regardais ce qui se passe, tu vois. Et petit à petit, au fur et à mesure que le film avance, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de chute. Donc, oui, c'est vrai que c'est un peu un problème, c'est que ça mène pas à grand. J'étais dedans, mais j'étais assez déçu en fait qu'il ne mène pas. Tu t'attendais à mieux, quand même. Je m'attendais à ce qu'il arrive quelque part, tu vois. Ouais. Du coup, ça laisse poser la question, pourquoi est-ce qu'il filme ces scènes de cul? Parce que c'est pas narratif, tu vois, c'est une envie formelle. Je crois qu'il précise dans le film, le personnage précise dans le film, parce que le personnage veut faire des études de cinéma et veut faire des films où on montre le sexe amoureux parce que ça manque au cinéma. Je suppose que c'est Gaspard Noé qui parle. Oui, complètement. Du coup, il l'a fait, et très bien, mais je suppose que ça n'a pas beaucoup d'autre intérêt qu'un intérêt formel. Et en tant qu'intérêt formel, je suis pas bien sûr de capter où est-ce qu'il veut en venir. Après, je suppose que c'est une espèce d'intérêt poétique ou machin, le sexe et l'amour, c'est beau. Oui, fort bien. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un truc particulièrement personnel pour Gaspard Noé, parce qu'il joue dans le film. C'est genre, il joue il joue Noé. Il joue Noé. Qui est un espèce d'antagoniste, qui est celui qui va semer la jalousie dans le couple principal. Donc voilà, je présume que c'est vraiment un truc très très, qui le tenait à cœur, et peut-être que ça ne tenait à cœur personne d'autre à part les acteurs qui étaient très motivés. Mais voilà, pour la conclusion de celui qui quelque part veut un peu le défendre quand même. Je me suis pas fait chier comme Arcnéa le sait sous-entendre. Je me suis pas fait chier, moi, mais je me suis pas fait chier, mais j'en attendais un peu plus, donc je suis quand même un peu déçu par rapport à ça, quoi. Mais mais du coup, voilà, pour la conclusion de celui qui veut le défendre, j'admets quand même que c'est clairement pas celui que je vais recommander en premier à regarder à quelqu'un qui connaît pas Noé. Est-ce que tu dirais que c'est le moins Noé de tous les Noé Quoi? Pour employer une formule un petit peu. Je sais pas s'il y a un film de Noé qui n'est pas Noé du tout. Oh, je pense que je sais pas. Ouh là là. Ce serait. Je saisis pas vraiment. Je pense que c'est genre complètement en dehors de l'ADN de Gaspard Noé de faire un film qui ne ressemble pas à un film de Gaspard Noé. Bien. Après, voilà, je pense que
si tu sous-entends par là que c'est celui où il y a peut-être le moins de clichés de Gaspard Noé, je dirais sûrement oui, je présume. Ok. Voilà. Ce qui nous amène à Climax. Encore un petit truc sur Love. Du coup, personne ne l'a vu au cinéma, je suppose, mais à la base, le film était en 3D. Donc, on ne pourra pas parler de la 3D, mais il était en 3D. Et ça me fait penser à cette scène... comment on peut décrire cette scène d'éjaculation il y a la caméra sur la caméra, quoi. La caméra est à l'intérieur du vagin, et du coup, tu as le pénis qui éjacule. Ouais. Donc, il faut l'imaginer en 3D sur un écran de... un écran de cinéma de 10 mètres de haut, machin, tu vois. Le plan comme ça, il était déjà dans Enter the Void. Quel petit plaisantin, quand même. C'est vrai qu'il était déjà... Mais pas en 3D. Il était en 3D dans Enter the Void. Il n'est pas en 3D. Quel petit plaisantin, quoi. Quel petit... C'est vrai que c'est rigolo, quoi. Et sur ça, on va parler de Climax. If you couldn't dance, what would you do? Suicide. Ça représente quoi la danse pour toi? C'est tout pour moi. La danse, c'est tout pour moi. J'ai que ça. Est-ce que t'es prêt à beaucoup de choses pour réussir? C'est-à-dire? D'ailleurs, c'est bien qu'on parle de Climax comme dernier film. Là, ça va être c'est bien. Heureusement qu'on n'a pas vu Lux Eterna quand même. Ça. D'ailleurs, petite note que je me suis faite sur Gaspard Noé. Je pense qu'en fait, il s'est lancé dans le cinéma pour une raison. C'est parce qu'il détestait sincèrement les épileptiques. Et du coup, à chaque film, il veut faire crever des épileptiques. Avec, c'est une scène qui arrive en vrai, moi, ça me dérange pas. Non, c'est un chouette effet. Je trouve pas. C'est pas parce qu'il y a des épileptiques dans le monde que nous on n'a pas le droit d'apprécier ce genre d'effet. Ce serait quand même bien. Ce serait quand même bien s'ils mettaient des avertissements genre sur le trailer de Lux Eterna. Ce serait quand même bien. C'est vrai. Malgré tout. Pour tous ces films en général, je veux dire. Je veux dire, je serais épileptique, je ne regarderai jamais aucun de ces films. C'est clair. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Clairement. Après, voilà, lui, il aime bien. Hein. Écoute, lui, il n'est pas épileptique, pour le coup. Donc, c'est un effet qui est efficace, hein, en vrai. Oui. Ça crée quelque chose de très viscéral. Et du coup, Climax. Dessous, raconte l'histoire de Climax. L'histoire de Climax, c'est une école de danse. C'est une troupe de danse. Une troupe de danse qui fait une espèce de représentation et puis qui font une soirée arrosée. Un peu trop arrosée. Quand soudain, la sangria... Bon, la sangria va changer complètement. Un personnage, on ne sait pas qui, met du LSD, je crois, dans la sangria. Et du coup, tout le monde est tout LSD et commence à partir en bad trip et devient un peu violent et commence machin. Et il se passe plein de choses, voilà. Et à la fin, c'est révélé qui a mis le LSD. Ouais, mais je me souviens plus qui, je trouve. C'est un personnage un peu secondaire, en vrai. Et on sait même pas pourquoi il a fait ça, hein, donc on se rend bien que c'est pas tellement... pour se marrer, quoi. Ouais, c'est ça, bon. Ils sont bien marrés, hein, pour le coup, là, ouais, c'est sûr. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé, les gars? Alors, ce que je vais dire, c'est que le film m'a marqué, mais pour différentes raisons. C'est-à-dire que, en plus, comme le film est techniquement coupé en deux, voire peut-être même en trois, mais bon, je vais plutôt dire en deux, parce qu'il y a un générique en plein milieu, ça m'a surpris. Et pour la première partie, mine de rien, j'étais bien dedans quand même. Cette partie avec où ils font danser, finalement, t'as vu au début, ils dansent, et moi j'étais bien. Ça m'a, franchement, si le film avait été que de la danse, mais vraiment genre limite. Ils parlent pas, ils font que danser. J'aurais été, franchement, ça m'aurait pas dérangé. Mais après le générique, t'as la scène où ils parlent, tu vois, ils font parler, tu vois, t'as des dialogues comme ça entre différents personnages. Franchement, c'est cette partie-là où j'ai vraiment eu du mal parce que
je sais pas si c'est moi, mais je déteste sincèrement ces personnages. Vraiment, il y a aucun de ces personnages que j'arrive à bien... Si, il y a le DJ. Le DJ, lui, je l'aime bien encore. Mais vraiment, le reste, je n'arrive vraiment pas du tout à les apprécier. Je trouve que c'est tous ces personnages vraiment antipathiques. Si, t'as la mère, c'est avec les lunettes qui, elle a un enfant, elle est gentille. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur elle. Ah, s'il y aura des choses à dire, et par la suite, mais je sais pas, qu'est-ce qui les rend antipathiques, tous ces personnages, en fait, pour toi? Bah, ils sont antipathiques pour des raisons très différentes. T'as le gars qui a une relation malsaine avec sa sœur, qui est toujours en vas-y, tu sors pas avec lui, tu parles pas, tu restes avec moi. Ça finit bien pour ces personnages. Ah, clairement. T'en as deux qui parlent de cul, mais vraiment en mode vas-y, la chiasse, tu la prends à sec, comme ça tu lui tires les cheveux, c'est tout des enfin, on dirait, voilà. T'as le petit gars qui veut se faire un autre, qui fait non, mais attends, tu sais, en plus, t'es jeune, t'es riche. Bon, bizarrement, tu sais, le simple fait, là, t'es jeune, t'es riche, bizarrement, moi, ça m'a réussi à me dire, bon, ok, je vais pas l'aimer, lui, et sinon, non, il y a vraiment rien qui rattrape. C'est parce qu'il parle de cul, en fait. Il y a un peu de ça aussi, mais bon, ils sont... Et au-delà de ça, je trouve que comme ils ont tous un ego un peu surdimensionné, moi ça m'énerve rapidement, donc moi j'ai vraiment pas réussi à accrocher à ce niveau-là. Les dialogues, cette séquence de dialogue est très longue aussi, donc ça a été vraiment trop long pour moi. Mais du coup, t'as dû bien aimer la partie d'après, puisque ça finit mal quand même pour beaucoup de ces gens-là. Ah, ça, je t'avoue que... Mais après, j'avoue que là, j'ai eu quand même un semblant d'antipathie quand même, parce que bon, la partie où ils sont vraiment dans cet enfer, où ils essayent vraiment de... Sauf qu'en plus, toutes leurs mauvaises actions sont justifiées par le fait qu'ils sont complètement drogués, donc voilà, je me rends bien compte que, d'un côté, c'est pas ce qu'ils auraient fait en vrai, mais d'un autre côté, ça révèle un petit peu qui ils sont. Enfin, en tout cas, pour certains d'entre eux, parce que je pense qu'ils sont pas tous sincèrement mauvais, même si je les aime pas, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et du coup, bon, t'es vraiment pas bien. Enfin, moi, en tout cas, j'étais vraiment pas bien, quoi, pendant cette partie du film, quoi. Je voulais vraiment, c'est un film où j'ai vraiment hésité à m'arrêter en plein milieu tellement j'étais pas bien, mais bon, j'ai quand même continué parce que, voilà, je voulais voir où ça allait aller. Surtout que bon, j'avoue que j'ai imaginé des trucs très crades, ce qui allait se passer, genre est-ce qu'il y en a qui va commencer à s'arracher la peau, j'en sais rien. Il y a rien de vraiment crade qui se passe vraiment. Et si, il y en a une qui se brûle le crâne comme ça. À la fin, tu vois que t'as une gosse qui est mort et la mère s'est suicidée par ça. Oui. Voilà, oui, t'en as un qui est mort de froid aussi. Ouais, c'est ça. Et surtout que lui, c'était celui qui est pas drogué, donc. Oui. Et donc voilà, c'est vraiment... Et en même temps, et là je trouve que bon, il a vraiment réussi à te mettre dans un mal-être total. C'est parce que c'est ça, t'es pas dans un malaise, t'es dans un mal-être, je trouve, dans cette partie de l'histoire. Oui, mais après, ça finit pas mal pour tout le monde, en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu es dans le mal-être J'ai pas bien compris, en fait. C'est dur à expliquer, mais... Parce que je trouve que le mal-être, c'est plus profond qu'un malaise. Dans le mal-être, t'es avec eux, tu sens cette pression qu'autour de toi, t'as vraiment envie de sortir. Et en plus, t'as envie de sortir du film, en même temps, t'as envie de sortir de ce bâtiment, t'as envie de sortir de tout ce qu'il y a, t'as vraiment envie de passer à autre chose. Et tu peux pas, t'es coincé avec ces gens, et t'es pas du tout... Enfin, en plus, il y a zéro contrôle de la situation, personne n'est en contrôle à ce moment-là. Et du coup, tu te sens vraiment désemparé de ce film, parce que... en plus, souvent on dit dans les bonnes histoires, tu dois faire en sorte que ton personnage soit près des décisions pour faire avancer l'histoire. Et là, il y a vraiment rien de tout ça. T'es vraiment... C'est genre, t'es coincé sur un montagne russe sur laquelle t'as vraiment pas envie d'être, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, exactement, ok. Ouais. Surtout qu'en plus, avec les effets de caméra et de lumière, voilà, ça renforce vraiment ce mal-être. Moi, c'est l'inverse. Je suis sorti à la fin. Comment attends, t'es sorti comment veut dire t'es... Je suis sorti du film. Il est sorti de la pièce. Vers la fin, je me disais... En claquant la porte. Vers la fin, quand je vois que l'image devient complètement rouge et qu'il commence à retourner la caméra et machin, je me suis dit, ok, j'attends que ça finisse, quoi. Tu vois, ouais. Je me suis fait chier sur la fin. Mais t'étais dedans J'étais dedans au début. Enfin, oui. Ouais. Mais à la fin, je suis sorti parce que justement, il m'a pas du tout...
pas du tout mis dans un état de mal-être. Voilà, je trouve que Irréversible est me met beaucoup plus dans un état de mal-être que la fin que le climax. Le climax. Le climax max. Voilà. Ouais, bah, moi je rejoins Dessous pour le coup. Après, c'est pas forcément que j'étais plus dedans au bout d'un moment, c'est juste que j'ai commencé à ressentir que j'ai vu ça en fait. J'ai vu, ouais, il y a un peu une sorte de redite, une espèce de mix entre Irréversible et Enter the Void. Surtout Irréversible. Surtout Irréversible. Très réminiscent de la scène du bar. Oui, c'est vrai. C'est très la fin en fait. Oui, la fin. Cette partie-là du truc ressemble beaucoup au début d'Irréversible et voilà, quelque part je pense Irréversible avait l'avantage d'être pas improvisé mais quelque part un peu presque amateur en fait, vraiment filmé dans un endroit très très exigu où la caméra était forcée de faire des mouvements très très saccadés, très très rythmés dans tous les sens et en permanence, et en plus le fait qu'on suive Vincent Cassel qui presque court partout et qui est super agressif et très 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 violent avec tout le monde. Ça rendait mieux ce côté nervosité machin. Donc climax, ouais, je me souviens pas vraiment avoir ressenti ça. J'ai l'impression que, enfin voilà, maintenant ça fait un mois ou quoi, ou quelques semaines. De mémoire, il n'y a pas vraiment eu de plan où vraiment la caméra est forcée d'être vraiment juste à côté du personnage. Tu vois. Dans Irréversible, dans cette scène du club, le fait que la caméra est vraiment toujours toute proche de tout le monde parce que l'endroit est si exigu, ça rend ce côté très bousculade où t'es impliqué dans la scène. Même le son, enfin je me souviens plus comment il traite le son dans la fin de climax. Je sais pas si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire là-dessus, mais... Par rapport au son, pourquoi précisément Parce que à part la musique qui fait boum boum... Oui, mais justement, c'est pas comme... Parce que je sais que la musique d'Irréversible est très particulière dans cette scène de bar. Tu as une basse, presque une infrabasse très très présente et des espèces de trompettes qui sont pitchées, qui ont... T'as un truc qui t'as une bande-son très très oppressante sur Irréversible. Je sais plus trop bien comment est l'ambiance sonore. Est-ce que c'est juste la musique je pense la musique club un peu étouffée, je sais plus. Il me semble qu'il y a quand même de l'ambiance, plus d'ambiance que juste la musique, mais c'est moins iconique. J'ai moins remarqué aussi, moins appuyé, parce que je me rappelle surtout de l'ambiance club. Ouais, c'est ça. Justement, peut-être c'était ça aussi qui faisait une grosse différence par rapport à ces films précédents, c'est que, est-ce qu'on peut dire que c'était moins impactant point de vue musical? À part que, bon, moi j'aimais bien l'électro, mais... Point de vue ambiance sonore plus que musicale. Oui, je veux dire moins impactant point de vue de l'ambiance, quoi. Sonore. Sonore, oui, il me semble que Irréversible et Enter the Void, en tout cas, clairement, oui. Donc, un peu particulier, Max. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, en plus, dans les médias, même entre jeunes. Et... Bon, on va dire, je m'étais pas vraiment intéressé particulièrement à ce film, mais ouais, après l'avoir vu, j'étais pas non plus déçu de ne pas l'avoir vu plus tôt, quoi. Donc au final, en fait, si je dois rajouter un truc par rapport à tout ce que vous avez dit, est-ce que ça vous a pas semblé un peu trop théâtral, plus théâtre que cinéma? Je pense pas. Le truc, c'est que c'est le début. C'est improvisé, tu vois. Et parfois, on sent un petit peu que c'est de l'impro. Parce qu'en plus, c'est pas des acteurs professionnels, c'est vraiment des danseurs de la base. Il me semble il y a probablement quelques acteurs. Oui, il y a quelques acteurs vraiment confirmés, mais voilà, c'est des danseurs qui improvisent, tu vois. Parce que justement, j'ai eu vraiment l'impression d'être en plein milieu d'une prestation de danse comme ça, avec des effets de lumière et tout. Et finalement, j'étais là, oui, d'accord. Et après, oui, il y a des choses à raconter, comme vous avez dit, mais finalement, ça a toujours été comme ça aussi avec Gaspard Noé, c'est que, voilà, encore une fois, je reviens, c'est un réalisateur sur la forme, moins de fond. Voilà, il n'a pas cherché à raconter une grande histoire, il a juste voulu mettre en scène, comment on pourrait dire ça... Une soirée de folie. Oui. J'allais dire plutôt une défiance, bizarrement.
justement. Une chute dans la damnation. C'est ça. Une nuit en enfer, c'est comme on dit. Mais après, oui, c'est chouette. Il y a tout le côté... Non, c'est pas expérimental, mais il y a toute une approche un peu... on essaye de... On veut dire, Gaspard Noé, il essaye vraiment de... Comment il s'est dit dans sa tête, mais comment je vais exprimer ça donc, en images, comment rendre quelque chose de... Un peu sa représentation de l'enfer. Un peu... Bon, c'est un peu con, dit comme ça, mais je crois qu'il a voulu vraiment se concentrer uniquement sur la forme. Alors, encore une fois, je respecte énormément ça, mais après, tu regardes le film et puis après, tu te dis, ouais, ok, c'est cool. Et finalement, tu sais pas quoi dire à part parler sur la forme. Mais bon... On peut parler un peu de fond, des relations humaines, machin, et de la drogue qui les amène à se révéler sur le vrai jour. Oui, enfin, il y a ça, après... c'est pas l'angle le plus... Je pense pas que c'est ce qui les intéresse en vrai, effectivement. En vrai, oui, c'est ça. Je pense pas que Gaspard Noé soit intéressé par ce sujet-là. Ah si, sûrement, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus, je suppose. J'en sais rien, je suis pas dans sa tête, en vrai. Mais... En fait, si, c'est un truc qui le touche, mais moi, j'ai l'impression, avec ce film-là, il avait pas grand-chose à dire. Bon, c'est pas une critique, hein, c'est juste... Oui, après, je sais pas s'il avait beaucoup plus à dire sur d'autres films. En vrai, j'ai pas l'impression que c'est un réal qui fonctionne à message ou à chose qu'il veut transmettre, à des choses très, très explicites. C'est genre, il veut pas te dire une phrase à travers tout un film, tu vois. C'est plus, il veut te transmettre un sentiment général, une ambiance. Mais à la fin d'Irréversible, il y a une phrase. Oui, mais on peut dire que c'est la morale du film. Ouais, disons que la phrase en question, tu dis pas grand-chose sur le film. D'accord. Mais donc, voilà, je sais pas si à la base de Climax, il y avait toute une réflexion sur les relations humaines et les psychotropes qui révèlent notre nature. Et c'est vrai qu'il y a de nouveau des panneaux de texte, mais voilà, en soi, c'est des panneaux de texte qui disent des choses qui, je pense, dépassent énormément le cadre de cette histoire-là en particulier, finalement. Je vais aussi rebondir, avant de conclure, je vais rebondir en fait ce que disait Arknea, c'est donc par rapport aux personnages. Moi aussi, j'ai ressenti la même chose, c'est qu'au final, les personnages m'avaient l'air pas si intéressants que ça, parce que justement, il y a ce côté, c'est des danseurs et pas vraiment des acteurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté de... Là, Gaspard Noé s'est plus cassé la tête. Il y a un côté déshumanisation de ces personnages où il les place un peu comme des pions sur son échiquier. Et au final, est-ce que c'est si différent que ça qu'un Christopher Nolan ou un autre réalisateur qui aussi n'apprécie pas à construire des personnages? Je pense que c'est pareil, Nolan et... Non, je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas pareil. Que c'est pas. Que c'est pareil. Faut admettre quand même que il y a Nolan et Gaspard Noé, ils utilisent quand même 2-3 trucs, hein. Par exemple 2-3 trucs en commun, comme l'utilisation du temps, être un peu méta avec le cinéma, des personnages parfois un peu caricaturels, mais qui seraient pas... Après ils font des choses... C'est pas la même démarche et totalement ils pas le même public, je pense. Non, c'est sûr. On veut dire, Après, c'est vrai que Gaspard Noé l'avait admis, il avait fait Irréversible à l'envers pour surfer sur le succès de Memento à l'époque. Ah oui, donc les liens se font malgré nous, quoi. Encore une fois, c'est pour ça que je précise réalisateur sur la forme, et je pense que c'est un peu ce lien qui fait entre justement un réalisateur plus populaire comme Christopher Nolan et Gaspard Noé, qui est vraiment plus cinéma d'auteur. Mais finalement, c'est quand même deux réalisateurs qui se rejoignent dans le sens où c'est vraiment des réalisateurs qui ils ont des personnages, ils savent pas quoi en faire et ils les mettent... Oh oui, bon, on les met comme ça, tu vois. Et voilà, donc il y a plusieurs profils de réalisateurs et c'est vrai que, bon... Ça dépend, parce que Seul contre tous, c'est quand même très basé sur son personnage. Oui, c'est vrai, Seul contre tous. Disons que c'est un peu la règle, l'exception qui confirme la règle. Love aussi, d'ailleurs. Ah, Love aussi est plus basé sur les personnages que... Enfin, quoi que, il baisse. Oui. Ça dépend aussi. Sur le corps des personnages. Est-ce que l'acte sexuel, tu considères ça comme de la forme ou c'est du scénario? Est-ce que c'est vraiment formel? C'est un peu des deux. C'est un peu la forme, ça aussi, c'est vrai. Bref. Ouais, bref.
Du coup, sur Climax, je sais pas, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Climax? Non, pas vraiment. Ouais, j'aurais peut-être vous faire part d'une espèce de... C'est pas vraiment une inquiétude, c'est pas exactement ça. Comment ça? Le truc, en fait, c'est que jusqu'ici, dans toute sa filmographie, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, il a fait un... C'est pas forcément, il a toujours fait des pas en avant, mais il a toujours fait des pas, tu vois. Et là, Climax, j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose qui... Ouais, qui quelque part... c'est genre, tu demandes à un type un peu random, tu lui demandes de décrire à quoi ressemble un film de Gaspard Noé, il va en gros te décrire Climax. Tu vois. Genre, il va te dire, il va faire un générique tout à fait graphique et très, très expressif et tout ça. Des plans séquences. Il va faire des plans séquences sur des personnages qui improvisent, il va de la lumière rouge et des stroboscopes. C'est ça, de la caméra qui se retourne dans tous les sens. En gros, il va te décrire Climax. Hein. Et c'est pas forcément que je me dis genre, ah ça y est, il a arrêté d'évoluer, parce que du coup, avec le trailer de Lux Eterna, parce que ça vend quand même quelque chose qui a l'air différent. Après, il y a quand même des lumières rouges et des stroboscopes. Ouais, mais pour le coup, c'est un stroboscope arc-en-ciel. Enfin voilà, c'est genre Lux Eterna, je sais, quelque part je sais à quoi m'attendre, en même temps je sais pas exactement à quoi m'attendre. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même des surprises. Tu vois. Du coup, je pense qu'il n'a pas complètement fini d'évoluer. Après, mon inquiétude, c'est maintenant je me demande genre à quelle vitesse il va encore pouvoir évoluer vraiment et varier son style. Il en a plus fait beaucoup, hein, ça c'est sûr. Ouais, parce que voilà, maintenant avec Climax, j'ai l'impression qu'il a un peu atteint les limites de ce qu'il pouvait faire avec les plans séquences et les stroboscopes et les lumières et la musique et machin. Ça, on sait jamais dire en fait, mais on sait jamais dire, mais c'est ouais, je sais pas bien pourquoi il aurait fait un truc qui n'est pas vraiment un pas en avant si dans sa tête ça n'était pas un pas en avant. C'est genre, j'ai pas l'impression que c'est un gars qui se dit ok, maintenant pour ce film je vais faire exactement ce que je sais faire, je ne vais rien tenter. Moi je vais dire quelque chose, certains diront que c'est de la mauvaise langue, mais je pense que ça c'est normal pour tout réalisateur qui connaît un peu le succès, veut dire qui connaît un peu de notoriété. À un moment, forcément tu te fais plaisir, et quand tu te fais plaisir, forcément tu essaies pas de forcément innover dans ta démarche, mais juste représenter ce que tu as en tête. Ça arrive souvent. Hein. Je pense, en tout cas dans le cas de Gaspard Noé, j'ai l'impression que c'est quelque part se faire plaisir et innover, c'est un peu la même chose. C'est un peu l'impression que le game donne. Donc, semble aussi, ouais. Ah, vous êtes vraiment. c'est ce que lui dit en interview, et ça se voit dès qu'il a l'occasion de tester, tu vois, il a fait Love en... Non, c'est pas Love, c'est Love. Il a fait Love en 3D, ça se voit que dans Enter the Void, il teste plein de trucs avec sa caméra volante. Il le dit, et ça se sent quand même qu'il aime bien tester des trucs, des nouveaux jouets, comme il dit. Oui. D'ailleurs, Enter the Void, je suis vraiment étonné qu'il ne l'ait pas fait en 3D. Mais bon, si peut-être qu'ils avaient eu l'occasion, peut-être qu'il l'aurait fait, mais... Il faut voir... Il avait expliqué pourquoi. C'est parce que les caméras 3D sont trop lourdes pour être baladées en l'air comme ça. Donc il aurait bien aimé le faire, mais il n'a pas pu parce que les caméras... Aussi, je me demande si il y avait pas un truc de date, parce que je pense qu'il est sorti genre en 2009, et je sais pas si Avatar était déjà passé par là. Au moment du tournage. Parce qu'il me semble que c'est l'Avatar de Cameron qui avait vraiment relancé le truc de la 3D, et je me demande si Enter the Void n'avait pas été tourné avant qu'Avatar sorte. Enter the Void 2010, Avatar 2009. Donc c'est juste après. Peut-être qu'il a été tourné très proche, je sais pas. Mais donc voilà, je pense sur juste une petite inquiétude que Climax me fait ressentir. Ouais. Après, voilà, je pense. Après, c'est un film, c'est encore un peu tôt, tu sais, ça peut arriver qu'il y ait un petit qui soit un peu plus faible, et passe à autre chose, quoi. Non. Je dirais même que c'est souvent comme ça que ça arrive, c'est qu'il y a des réalisateurs qui expérimentent beaucoup à leur début, et puis ils font quelque chose qu'ils connaissent déjà, parce que, en fait, je crois qu'il l'avait expliqué aussi, Gaspard Noé, c'est que
lui, il se sent un peu aussi sous le viseur des producteurs, dans le sens, il doit faire gaffe maintenant, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de producteurs qui veulent le produire en France. Il en a toujours un peu, mais disons que on lui donne de moins en moins, en fait. Ça m'étonne un peu, ça. Après, enfin, je sais pas, parce que Lux Eterna, je sais plus quelle maison de luxe est venue le voir, mais en tout cas, c'est des gens qui sont venus le voir expressément parce qu'ils soit ils apprécient son travail, soit ils aiment bien qu'il soit connu. Ouais, c'est Yves Saint Laurent, c'est ça. Ah. Donc voilà, quelque part, maintenant, il est dans la zone, il est dans le milieu. Oui, tout à fait. Il va quand même s'en sortir, il va trouver de quoi faire. Puis d'ailleurs, j'avais vu qu'il avait mentionné plusieurs fois en interview pendant la promotion de Lux Eterna il a dans l'idée de peut-être faire un documentaire s'il trouve le bon sujet. Et en vrai, je me dis, c'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être un bon truc pour un peu relancer c'est vrai que ça peut être pas mal. Quelque chose, un nouveau processus. Surtout que s'il fait un documentaire à la manière d'un seul contre tous, ça pourrait être vachement intéressant. Peut-être pas avec le même thème, hein, mais ça pourrait être pas mal. Je vois pas trop comment ça serait possible. Je pense que c'est quand même bien qu'on ait un seul contre tous. Ah oui. On en a un, on n'a déjà pas besoin d'un deuxième, c'est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est faire un personnage sur les petites gens, sur... t'as Taxi Driver à côté. Oui, mais c'est pas pareil. Bon, est-ce que... une petite conclusion rapide et concise. Eh ben, Gaspard Noé, c'est bien, voilà. Tu as dit rapide. Hein. C'est un peu plus long. Hein. Non, voilà, j'ai vraiment apprécié, mais voilà, je le mettrai pas non plus dans ma liste de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Peut-être que s'il faisait, à la limite, en fait, il me parlerait plus s'il faisait plus de films comme Enter the Void, mais voilà, sinon je m'intéresserai à son travail futur, mais voilà, c'est pas non plus le gars qui va m'humilier. Mais Mais bon, en soi, j'apprécie beaucoup et franchement, il fait vraiment un travail vraiment unique et il faut vraiment respecter. Quoi. Ok. Voilà. Des sous. Oui, c'est vraiment très très intéressant. Non, moi j'aime beaucoup parce que c'est à chaque fois une proposition assez forte et qui se démarque et qui est à chaque fois, qui tend à chaque fois à être originale, nouvelle. Donc c'est toujours très intéressant, effectivement. Et le fait que ça vienne du cinéma français, ça redynamise un petit peu le cinéma français qui a un peu tendance, tu peux le dire, à tourner un peu en rond et à se répéter, je trouve. Voilà. Mais voilà. Et en plus, il le revendique haut et fort pour. Mais je pense que c'est une provocation à ceux qui l'aiment pas, tu vois, qui disent ouais, moi je suis français aussi. Qu'est-ce que tu vas faire, voilà. Il va voir les gens de Canal+. Ouais. Il fait, Il a un côté provoquant, parce que on n'a pas tellement parlé que ça de son côté provoquant. Est-ce qu'il provoque juste pour provoquer ou est-ce que machin? Parce que moi j'ai l'impression qu'il joue un peu un double jeu là-dessus, tu vois, que ça le fait marrer quand même. C'est possible, hein, c'est fort probable. Il joue là-dessus, quoi. Ouais, mais je suis d'accord aussi parce que on sent que le type il est bien dans ce qu'il fait et il est bien dans sa peau. Et il est fier de ce qu'il fait. Donc, quand il voit que ça choque plein de gens, forcément, ça doit le faire rire et il doit se dire mais c'est quoi tous ces gens qui prennent les choses au sérieux un peu Je pense que c'est aussi un réalisateur qui a été élevé un peu dans le cinéma un peu VHS, vieux cinéma de... Sa jeunesse, je le vois vraiment dans ce milieu-là où il découvre David Lynch en VHS et hop, et il tombe complètement dans la cinéphilie. C'est un cinéphile avant tout. Il sait que le cinéma, il sait c'est quoi un film, à quoi il peut servir et à quoi on peut s'attendre. Il connaît son public, je pense aussi. Il sait qu'il a un public qui est très fidèle à lui. Et il sait aussi qu'il y a un public qui est pas cinéphile. Et en fait, quand il provoque comme ça, c'est un peu pour les faire réagir, pour dire « Ouais, écoute, Coco, on est là, quoi, nous. » Voilà, je pense que non, c'est un double jeu totalement assumé de sa part. Et je pense que ça a même créé un peu une promotion en soi de ce cinéma-là. Donc, il a raison. Oui, il a raison de jouer cette carte-là dans son milieu, parce que voilà, quelque part dans le milieu du cinéma français,
on est obligé de jouer une carte marketing très... Si on veut se démarquer, on est obligé de jouer une carte marketing très anti-système, en fait. Voilà, il se présente concrètement comme quelqu'un qui s'oppose à la production générale qui se fait en France. Donc oui, quelque part, c'est bien qu'il y ait ce genre de personnes pour un peu secouer le vieux tapis du cinéma français, pour faire un peu partir toute la poussière. Mais après, voilà, finalement, c'est le coince aussi dans une espèce de case. Donc voilà, je pense ma conclusion sur le sujet Noé, c'est... Voilà, j'aime beaucoup depuis longtemps. C'est moi qui ai initié Monsieur Dessous à voir ces films. Pas qui ai incité plus à voir ces films. Initié, ça fait un peu bête comme mot, mais oui. Bref. Donc voilà, en soi, je suis quand même agréablement surpris qu'on soit tous D'accord. Admiratifs de son travail, parce que... Attention, j'ai pas dit mon avis, moi. Pas encore. Ah. Bon, t'as quand même parlé en termes élogieux de plusieurs de ces films, quand même. T'as bien aimé, t'en as bien aimé, malgré tout. Donc, quelque part, enfin, voilà, pour moi, c'est quand même... voilà, j'ai apprécié de pouvoir parler de Noé, parce que, voilà, Nolan, ça va un moment. Ça change. Oui, c'est ça, ça change un peu. Après, voilà, il a ses problèmes aussi. Ça arrive. Enfin, je rejoins ce que disait Dessous, c'est toujours une proposition intéressante. Je suis toujours content quand il fait ce film. C'est vraiment très intéressant. C'est bon, j'ai fini. Nucky Day, est-ce que tu veux bien ruiner la journée en disant ton avis? Alors, mon avis, c'est Gaspard Noé. J'aime bien, mais pas trop. Non! En fait, je vais encore me répéter malheureusement, mais c'est encore mon gros problème avec parfois ce genre de réalisateur. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Je saurais pas dire pourquoi, mais Gaspard Noé, en fait, encore une fois, j'admire son travail, j'admire sa démarche et ses films. C'est toujours une découverte, toujours une expérience incroyable. Mais à chaque fois, j'ai toujours ce même problème qui revient, c'est que le film, je le trouve trop long. Il y a toujours genre une demi-heure, parfois 1 heure de film où je me dis, ouais, ok, j'ai compris, mais voilà, je m'ennuie un peu, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est pas un problème. Je pense qu'il est nécessaire aussi de faire ce genre de film. Et voilà, il faut des films un peu, pas pour s'ennuyer, mais des films un peu plus contemplatifs, beaucoup plus spirituels ou même beaucoup plus fous. Et justement, Gaspard Noé est dans cette catégorie de la folie qui est très intéressant, surtout dans les discussions, quand on va très loin sur les discussions sur la forme, parce que comme c'est un mec qui aime bien chipoter, il y a de quoi à s'inspirer. Après, voilà, c'est le seul problème que j'ai, c'est pour le fond. Sinon, voilà. Ouais, je sais pas, peut-être pour la longueur, essayer de regarder Irréversible, hein, c'est 1h30 seulement. Mais Climax, il était pas long non plus. Hein. Y a plus de choses qui se passent dans c'est Irréversible. différent, oui, c'est ça, c'est différent. Et voilà. Donc voilà. C'était une super vidéo, un super podcast, donc je vous remercie à tous. En tout cas, on remercie à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est pas grave, on vous aime. Allez, à la prochaine. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Il nous faut une blague pour la fin. Oui, c'est super important. Super important. Vous connaissez la blague du gars qui a pas de pouce?